Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, séries, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Après une carrière dans la pub, avec une situation plutôt stable et un destin tracé, il décide de tout quitter et se remettre en difficulté. Il passe des clients aux spectateurs, des open space aux salles de spectacle, des bilans annuels aux 5 minutes sur scène. Le tout avec la meilleure inspiration possible, sa femme, ses filles, sa famille. C'est Guillaume Fusco. Comment tu vas, Guillaume ? Salut, ça va bien et toi ? Bah ça va super, merci d'être là dans Frat Pack. Avec plaisir. On est au Gerson à Lyon, là où tu joues ton spectacle, Le Daron Fragile. C'est ton 3e soir ce soir. Oui, 3e exactement. soir, tu en joues 4. Yes. Comment ça se passe là pour l'instant, cette tournée lyonnaise, on va dire ? Magnifique. Ouais. Franchement, le public est chaud. On m'a toujours dit le public lyonnais est froid. Oui. Les deux premiers soirs que j'ai vus, c'était la folie. Donc j'espère que ça Ok. va continuer comme ça les deux soirs d'après. Mais c'est marrant parce que j'ai rencontré des humoristes lyonnais qui m'ont dit ça. C'est vrai ? Et généralement, quand je parle avec les humoristes qui sont pas à Lyon et qui viennent comme toi, Ouais. ils sont contrecarrés. Ça, Je pense que ça dépend de ton cadre de référence. Nous, on est à Paris et tu peux Peut-être. tellement voir des gens qui ont trop vu de spectacles et qui Ouais, sont t'as plus là raison. pour s'amuser mais pour juger que de ce que j'ai vu. Franchement, les 2 soirs, c'était très cool. C'était très cool. Moi, Ouais, très ouais. bien. Moi, je pense que ça allait. En plus, là, on est vendredi, samedi, généralement. Ouais, ça public, va. Fin de semaine, ça mais va être, bizarrement, le mercredi était plus cool que le C'est vrai jeudi. Ouais. Après, je considère que c'est aussi mon énergie. Peut-être que j'étais plus fatigué le lendemain. Ah, peut-être aussi. Ça, c'est pas Et impossible. peut-être qu'il y avait le début de week-end, long week-end pour Ouais, les peut-être gens. aussi. Psychologiquement, ils Là, étaient t'as pas raison, mal. Ils t'as étaient pas raison. mal. On va revenir sur ton parcours, on va parler de tes kiffs. Dans Frat Pack, on commence toujours par la musique avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit ? L'ambiance musicale, c'était quoi ? L'ambiance musicale. Petite enfance, les 2 musiques de mes parents, mon père grec, mère italienne, ils écoutaient beaucoup de musique du pays, Ouais, tout simplement. Ok. Chez moi, ça va parler à personne, mais Dalaras, chanteur grec, c'est un peu le Johnny local. Ok. Et côté italien, c'était Lucio Battisti, Riccardo Cocciante, ce genre de ref. On dirait des joueurs de foot pour moi là. Comment tu me le dis là ? Du clairement. Milan des années Ouais, 15. clairement. Paolo Maldini, là j'aurais pu placer n'importe Moi, qui, ça c'était pareil. passe, ça passe. Costa Curta. Ah bah ouais. C'était ça, c'était les musiques italiennes et grecques. Ok. Principalement. Ouais, donc c'était les origines qui ressortaient à la Ouais. maison forcément. Exactement. La première claque musicale que toi tu t'es prise à l'adolescence, tu vois, là où tu fais tes choix musicaux. C'est de la soul, Ok. Otis Trop bien. Redding. Ouais. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup et j'ai saigné très tôt de la soul et j'en suis toujours pas revenu. Donc Ok. j'écoute énormément de oldies des années, on va dire 50, 60, 70. Otis Redding, pour moi, ça a été une claque avec Dock of the Bay. Ouais. Parce que j'ai eu un album de rhythm and blues de compile et dessus il y avait du Aaron Neville, du Otis Redding, du Billy Paul, Aretha Franklin, tous ces refs là. Ouais, tous les grands Et classiques. du coup j'ai eu un condensé du meilleur de la soul en 20 titres et je les ai ensuite tous saignés individuellement. Ok. Tu voilà, t'es forgé ta culture musicale Ouais. comme ça. Ok. Exactement. Et ça te suit aujourd'hui, t'écoutes toujours ? Ouais, vraiment. C'est toujours Vraiment. tes inspirations, ouais. J'arrive pas à trouver autant de puissance dans un autre style musical avec les grosses voix oldies des années 60, tu sais, les voix qui déraillent un peu, Ouais, les micros qui grésillent un peu Ouais. limite et tout, les Stand By Me, les trucs comme ça. Pour moi, je n'arrive pas encore. J'ai plein d'autres trucs que je kiffe, mais quand je reviens à du son pur, notamment sur mon spectacle, je mets ce genre de son parce que ça me parle trop. C'est les émotions. Ouais, C'est les exactement. émotions. J'allais te demander un petit top 5 des artistes qui ont bercé ton adolescence, mais au final, tu me les as un peu sortis. c'est Ouais, ça, après j'ai des trucs un poil plus modernes. Lenny Kravitz, par exemple, Ouais, en ok. rock, j'ai Ok. beaucoup écouté du Lenny Kravitz. Effectivement, après il y avait de la soul. Après, je suis assez éclectique dans mes goûts. En vrai, j'écoute même de l'électro un peu, mais il y a toujours une mélodie derrière. Il y a toujours si c'est de l'électro, il faut que ça soit très mélodieux. Notamment, il y a un DJ britannique qui s'appelle Son, Ok. S-O-H-N, Ok. N. S-O-H-N, Ok. Son. Ok, Lui, ok. pour le coup, c'est de l'électro, mais quand tu l'écoutes, c'est quasiment de la soul, en fait. Comme Ok. il te chante ça, comme il te met les voix dessus, c'est incroyable. Donc j'ai des trucs un peu plus récents, mais j'en reviens toujours aux oldies, ouais. C'est la musique en fait. Finalement, ça revoit à ce que tu écoutais avant. Ça fait Ouais. qu'il te faut de la musique Ouais. derrière, il te faut du. Tout le temps. J'écoute constamment de la musique. Je regarde pas la télé chez moi, on n'écoute pas la radio.
Et du matin au soir, il y a de la musique chez moi. Franchement. Ça peut t'aider quand t'écris ou pas? Ouais, tout le temps. tout le temps. Vraiment, c'est ma bande son, quoi. Ok. Ça me rythme, ça me met dans des moods, je suis énormément influencé par la musique. On en parlait avec Cédric Salin qui avait joué aussi, Ouais. qui me disait que souvent on se fait une BO de sa vie, tu sais, quand on marche dans la rue avec la musique et tout. Tu te projettes dans des trucs, dans des situations. Évidemment. C'est la pouvoir de la musique, ça. Ouais, c'est très très fort. Parce que en 3-4 secondes, ils te mettent dans un état émotionnel que. Il n'y a aucun art, en vrai, en tout cas pour moi, qui est capable de me mettre là-dedans. Tu vois. Ah ouais, parce qu'en plus, les films, ça peut t'aider, mais il faut que tu sois dans une condition. La musique, c'est n'importe où, n'importe quel moment. Exactement. Ça te renvoie direct à un truc, une émotion et tout. C'est magnifique. Si tu pouvais vivre dans la peau d'un artiste musical pendant 24 heures, tu choisirais qui et pourquoi? Du passé ou maintenant? Vivant, décédé, comme tu veux. Ouais. Soyons fous. Franchement, je vais en revenir, désolé, je vais en boucle sur Otis Redding, mais en fait, les concerts de l'époque, j'ai l'impression, peut-être que je fantasme le truc, mais des concerts de l'époque où c'était une espèce de libération de la parole, il y avait une espèce de, tu sais, après la guerre, il y avait une espèce de joie de vivre, et l'énergie que quand tu écoutes des lives des années 50-60, j'ai l'impression qu'il y avait une telle folie que j'aimerais juste 24 heures vivre ce genre de choses. Un peu peut-être après ce qu'ont vécu les rockers comme les Beatles, après 68, il y a eu des périodes de rock très intenses. Ouais, oldies, je dirais Otis Redding. Plus moderne, je dirais Lenny Kravitz dans les années 2000, 2010. Ouais. J'avais vu le meilleur concert de ma vie, je l'ai vécu à Lyon, là, aux arènes de Fourvière. J'ai perdu 2 points d'audition à cause de ce truc parce que j'étais juste à côté de l'enceinte de Kravitz. Et ce concert-là, toute ma vie, je me rappellerai. Il t'a marqué, ouais? Ouais, c'était fou. Parce que le gars sur scène, l'ambiance. Sur scène, la zik, évidemment, le charisme du gars et le cadre des arènes de Fourvière, c'est fou ce truc. Ah ouais, c'est magnifique. Ouais. T'as l'impression que c'est entre le passé, le présent, c'est dingo. Ça fait, anticiper une question, je te la pose maintenant. Du coup, ça a été, est-ce que tu vas beaucoup à des concerts et les concerts qui t'ont marqué du coup? Celui-là, clairement. Évidemment, celui-là, il m'a marqué. Saune, je l'ai vu aussi en concert, il m'a marqué parce que j'avais ma femme enceinte à côté. Et 5 minutes avant le concert, elle me dit. En fait, je crois que c'est pas bon pour le bébé qu'on aille voir un concert. Et j'avais pas capté le truc avant parce qu'elle était vraiment enceinte. Elle allait accoucher dans 2 mois. Ah oui, ok. Sur Google, elle check, elle dit ouais, je crois qu'avec les vibrations, c'est pas trop recommandé. Okay. Elle m'a dit je suis désolé, je vais me barrer. Je dis non, évidemment. Mais elle savait tellement que je kiffais. Elle me dit par contre, toi, reste. S'il te plaît, kiffe ton concert. Ça va peut-être être le dernier avant longtemps. Oui. Je suis resté et j'avoue, un des meilleurs concerts de ma vie. C'était pour ta première fille? C'était pour la première. Donc, tu as deuxième, après tu sais ce genre de truc. Oui, après, c'est vrai, tu fais plus le. Et le dernier en date qui m'a marqué, j'ai pris une vraie claque. Alors, je ne connaissais pas du tout l'artiste, Zao de Sagazan. Ouais, ok. Je suis allé la voir à l'Olympia. Dernière minute, il y avait des places qui s'étaient libérées. On y a été avec ma femme, pareil. J'ai pris une vraie claque parce que j'ai vu ce que c'était une artiste complète. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle te délivre un message, elle te sort un état émotionnel qui te fait sortir de tes gonds, à la fin, j'ai vu un Olympia, alors je suis beaucoup allé dans cette salle, mais sauter à l'unisson, pleurer, rire, c'était incroyable. Je te jure, j'ai eu des frissons pendant 2-3 fois dans le spectacle. Elle dit des choses très simples, très fortes, et l'élan et l'allant avec lequel elle te le vend, que ce soit musique ou stand-up, c'est pareil pour moi. Si c'est bien vendu, et on est ressorti de là, méga smile et c'était trop bien quoi. Je l'ai jamais vu, mais j'ai eu tout le temps ce retour. On m'a dit la même chose, que ça soit tout le temps. Ouais. Sur ces concerts, on m'a dit c'est une claque à chaque fois. Quoi. Elle est d'une simplicité folle, et dans ses propos et dans sa personne. Même quand elle présente ses musiciens, comme elle présente, tout est dans la bienveillance et dans la puissance. Ouais. Je me suis pris une claque. Alors que je connaissais juste un titre d'elle. Oui. Donc c'est fort parce que bien sûr, de fou. Elle arrive à t'emmener. En plus, c'est électro, pop, il y a pas beaucoup d'influence. Mais c'était fou. Mais d'où l'importance des concerts. Ah ouais, non, tu vois, ça me fait penser à ce que tu me dis, un truc de ce que disent souvent Big Flo et Oli dans un autre registre, où ils disent que souvent ils sont décrits. Il y a des gens qui n'apprécient pas forcément leur musique et ils disent venez nous voir sur scène. C'est sûr. Venez nous voir sur scène et le live globalement. Ouais, le live, exactement. Le live sur du stand-up, c'est exactement pareil. Ouais, c'est impossible de capter la vibe d'un gars ou d'une meuf sur scène si tu l'as pas vécu dans la salle. Ouais. C'est impossible. Ça sera jamais pareil. Non, parce que ce que tu vois avec un écran, c'est froid, t'as pas tout ce qui s'est passé avant. C'est une autre expérience. Je suis d'accord avec toi et je te dis tout le temps aux gens, mais arrêtez de suivre sur les réseaux, ou en tout cas, il faut que ce soit une porte d'entrée. Après, faut vivre le truc. Moi, j'ai beaucoup de mal à regarder par exemple un spectacle de stand-up ou quoi, d'humour, à la télé. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est quasi impossible parce que
ça m'enlève un truc direct. Il y a 50% moins de ressenti. Enfin, t'as pas le ressenti de la scène, surtout un truc comme ça. Le live en général, comme tu dis en vrai, que ce soit un concert ou pas. Et regarder un spectacle, alors oui, tu rigoles parce que si c'est bien écrit, que c'est bien le gars étant tué, la meuf, ça va être bien, mais c'est pas pareil, quoi. Ça t'enlève un truc, quoi. Les vrais claques que tu te prends, ils sont forcément en live. Parce qu'en fait, si l'artiste il fait bien son taf, t'es sur le même état émotionnel que lui. Et du coup, c'est une com entre les deux, quoi. Alors qu'un écran YouTube, c'est descendant. J'ai un propos, je te le donne, tu le reçois ou pas. Mais dans la salle, on ne peut pas se mentir. Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est la vérité. En fait, il y a des conditions pour tout, parce que quand j'y pense, on peut extrapoler ce truc-là au cinéma, tu vois. Voir un film au cinéma sur le grand écran qui s'y prête, en plus, qui a été travaillé pour ça, versus le voir chez soi, même si t'as un bête d'écran, ça ne sera jamais le même ressenti. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui ont pu être une source d'inspiration pour toi, de par qui ils étaient, ce qu'ils ont fait, que ce soit dans ta vie pro ou perso? En musique, hein. En musique, ouais. En musique. Plus jeune, j'ai été pas mal influencé par Ben Harper. Ça a été j'ai appris la guitare à cause de lui. C'est vrai. Ouais. Il m'a un peu baisé le cerveau pendant un bon petit moment. Ouais. Kravitz aussi, il m'a bien. Est-ce qu'ils m'ont influencé dans ma vie par leur personnalité, tu veux dire, hein? Ouais, que ce soit par leur personnalité, ce qu'ils ont pu faire. Il y a des gens qui sont plus ou moins engagés, etc. Ouais, les deux. Ben Harper et Lenny Kravitz, c'était des gars plutôt très engagés sur les droits sociaux, les droits humains et tout. Donc je pense que forcément, ça m'a mis dans un mood humaniste, on va dire. Ouais. Après, est-ce que c'est eux-mêmes ou est-ce que c'était une pierre de plus parmi les gens qui m'influençaient ou qui m'inspiraient? Je dirais plus ça, mais j'ai pas non plus été le gros fanatique qui suit un artiste et qui va tout dire ce qu'il raconte, et j'étais pas non plus ce genre de fan. Okay. Mais oui, c'est les deux que je te cite, plutôt dans leur valeur humaine, effectivement. Ouais. T'avais des posters chez toi quand t'étais petit? Il y avait qui en poster? C'était cinéma et musique. C'était cinéma, ok. Musique, t'avais qui? En musique, Kravitz, et j'avais du Otis Redding. Et en cinéma, j'avais une énorme affiche de 2 mètres de haut de Léon, de Luc Besson, qui est un film qui m'avait fracassé la tête aussi. Ouais, bah forcément, ouais. J'avais ça, de mémoire, j'avais ça. Et tu transmets un peu cet amour de la musique à tes filles? J'essaie, ouais. Elles sont sensibles? Elles sont très sensibles, et ça me plaît. Ça me plaît parce que... Mais je pense qu'il n'y a pas trop de choix. Quand tu grandis dans une famille où il y a de la musique, je pense que tu peux que être sensible à ça. Après que tes propres aspirations ou tes propres inspirations, on va dire, ça c'est normal, mais le sens de la mélodie ou de la puissance d'une mélodie, je pense que tu le chopes assez tôt. Et les deux, elles sont plutôt sensibles à ça, je suis très content. Parce que c'est cool, parce que tu me parles souvent tu me dis souvent que tu fais des concerts même avec ta femme. Ouais. C'est bien, parce que du coup, tous les deux, en plus, vous avez cet amour de la musique, donc vous partagez ça ensemble, donc forcément, ça va... Ouais, on les a même... mais même les petites, on les a emmenés au premier festival à Solid Days cette année. Okay. On leur a acheté des gros casques, on les a mis sur les épaules, et juste voir du live, on voulait trop... On a réussi à voir Pomme, qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi, dans un autre style. Ouais. On a réussi à voir Louise Attaque, sa mère voulait leur montrer ce que c'était Louise Attaque parce qu'elle était fan quand elle était plus petite. On a vu Charlotte Cardin. Et il s'avère que j'ai une pote qui travaille en radio et elle a réussi à me faire rentrer après Solid Days dans le studio parce qu'elle a interviewé Charlotte Cardin. Donc on allait avec ma grande qui était fan d'elle. On allait rencontrer Charlotte Cardin sur un showcase. On était 5 dans le petit studio. Ma fille, elle avait le smile comme ça. Donc j'essaye de créer ce genre de truc. Ce jour-là, j'étais son héros. Ce que j'allais dire, papa, il connaît Charlotte Cardin. Non, je ne connais pas. Je connais quelqu'un qui interviewe Charlotte Cardin. Mais ce jour-là, je suis allé la chercher après l'école et je lui ai dit, je te fais une surprise, mais et sur le chemin, je mettais Charlotte Cardin. Et quand on sort, elle voit le studio radio et je dis, on va voir Charlotte Cardin. Mais je dis, mais non. Trop bien. Elle ouvre la porte, elle était là, elle lui a fait un hug et tout, c'était adorable. Ah ouais, c'est magnifique. Là, c'est des moments à vie, ça. Ouais, je pense. Tête et dans la scène aussi, elle va s'en souvenir forcément. La petite photo souvenir et tout. C'est magnifique. Purée, c'est magnifique. Tu sais quoi, on va refermer ce petit chapitre musical. Ouais. On va revenir au petit Guillaume. Est-ce qu'il y a un métier que tu rêvais de faire quand tu étais tout petit? Moi, je voulais être acteur et chanteur. Ok, acteur et chanteur. Ok. C'est la double carrière. La fame, j'en sais rien pourquoi, mais les acteurs dans les films me fascinaient. Et la musique était tellement présente dans notre vie petit que je pense que ça me faisait rêver. Après, j'ai aucune voix, donc je pense que j'aurais eu 0 chance là-dedans. Okay. Et je pense que, mine de rien, ma petite reconversion là, il n'y a pas longtemps, dans un coin de ma tête et mon Guillaume enfant, il voulait faire de la comédie, il voulait faire le con. Et je pense que je me suis juste rapproché de mon enfant il y a 5 ans, quand j'ai bifurqué. Donc le petit Guillaume, il voulait faire de la comédie, il voulait être soit acteur, soit
soit comédien en tout cas sur scène, mais jouer, ouais. Ouais, au final, aujourd'hui, Ouais, c'est exactement ce que je fais. Dedans, quoi. Je m'aligne enfin après pas mal d'années sur Terre. C'est cool parce que vaut mieux tard que jamais. Exactement. Au final, faut jamais. C'est ma philosophie de vie, ça c'est sûr. Ah ouais, bah, faut jamais désespérer, c'est clair. Ton parcours scolaire, c'est quoi? Je pense que t'as été où jusqu'où au niveau des études, toi? J'ai fait un bac+5 en marketing management, école de co. Et après, j'ai fait pas mal de stages en pub. Je pense que je me suis un peu infligé à faire des études sérieuses pour satisfaire les parents. Et dans ces études sérieuses, je me suis dit, ok, le truc le plus fun là-dedans, c'est la communication. Donc je vais faire de la pub parce que là, il y a un peu de créativité, il y a un peu de l'art et tout, il y a un peu d'art. Et donc j'ai bifurqué rapidement dans mes stages. J'ai fait que de la pub et j'ai fait toute ma carrière en agence de pub après. Donc mes études, elles étaient là-dedans et après j'ai fait les stages là-dedans. Et globalement, tu gardes quel souvenir de la scolarité en général, que ce soit, on va dire, du collège jusqu'à... Je me rappelle pas d'un jour sérieux. En vrai, c'était que de la connerie. J'ai jamais pris au sérieux mes études, mais jusqu'à la fin, jusqu'à mon bac+5, je ne comprenais même pas pourquoi on mettait autant de valeur à ce qu'on était en train d'apprendre. D'accord. Je suis très sérieux là-dessus. D'ailleurs, je mets aucune emphase sur les diplômes parce que moi-même, en ayant un bac+5 et en ayant vu d'autres bac+5 pas plus des merdes dans la vie que mes meilleurs potes qui sont au bac ou bac+2 ou même pas de bac du tout, j'ai jamais pris ça au sérieux. Ça se passait plutôt bien pour moi. J'y arrivais pas trop mal. Mais c'était réellement, j'y allais pour déconner, quoi. Donc souvent, j'avais juste mes potes et des barres de rire toute la journée. Donc c'est un bon souvenir, généralement. Ah ouais, vraiment. C'est cool, c'était la rigolade. Mais ce n'était que ça, même. C'était, on faisait le minimum pour passer à l'étape d'après, mais le reste, c'était, j'y allais clairement pour me taper des barres de rire, quoi. Ok, bon, c'est cool. Ouais. Au final, de le prendre comme ça et d'avoir ce souvenir-là, c'est bien. Vaut mieux, mais je subissais un peu les matières, c'était pas mon délire. Enfin, moi, j'ai reçu beaucoup de monde dans ce podcast, j'ai eu de la chance. Il y avait souvent ce rapport-là à l'école, tu vois. Ce rapport de soit tu le subis, pas forcément négativement, mais tu le fais pour le faire plaisir. Tu le fais pas pour toi, c'est rare pour toi. Exactement. Et moi, je sais que j'ai un rapport à l'école catastrophique dans le sens où c'est pas le fait d'apprendre. Au contraire, ça j'adorais, mais le système scolaire en lui-même, moi j'ai beaucoup de mal. Je me suis arrêté avant le bac, je préférais aller bosser, tu vois. J'ai toujours eu beaucoup de mal et je sais que moi maintenant j'ai des enfants, ils sont très petits par rapport à toi. Tu leur dis quoi, du coup? Moi je leur obligerai jamais, tu vois. Si à un moment donné ils veulent arrêter l'école et qu'ils ont un vrai but, une vraie passion ou quoi, tu vois. Je veux dire, tu as survécu, tu t'en sors. En fait, on met, je sais pas, moi c'était les familles d'immigrés en fait, c'est aussi bête que ça. Il y avait une espèce d'obsession du CDI et de la situation stable. Et ils pensaient que pour avoir cette situation stable, il fallait forcément le bac+5, le bac plus quelque chose, mais beaucoup. Et donc évidemment, on te poussait à le faire. Après, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est vraiment le... En fait, j'ai l'impression que dans la petite carrière que j'ai eue en entreprise, la valeur du diplôme, alors à part à l'entrée, effectivement, mais une fois que tu passes l'entrée, ça n'a aucune incidence sur ta progression dans l'entreprise. Je suis d'accord. Mais vraiment zéro. Donc du coup, les valeurs que tu peux dégager plutôt humainement, de démerde, d'empathie, de savoir cogiter par toi-même, de savoir rebondir après un échec, a tellement 10 fois plus de valeur que le diplôme en tant que tel, que vaut mieux mettre l'emphase dessus, c'est sûr. Ton gamin qui n'a pas de bac, mais qui apprend à se démerder dans la vie, il y a de grandes chances qu'il y arrive mieux qu'un bac+5 à qui on n'a pas trop donné à réfléchir, quoi. En fait les diplômes en France, c'est surtout une mentalité française, je trouve, sont survalorisés. Plutôt. Tu vois, l'Amérique a beaucoup de défauts, mais sur ce truc-là, ils ont plus de trucs de se dire, on donne sa chance au gars, si on voit qu'il est bien dans sa tête, qu'il va faire le job, plutôt que de se dire, est-ce qu'il a ce diplôme-là, ce truc-là et tout, tu vois. Il y a quand même au States, il y a quand même sur certains postes et sur certains, je pense à des boîtes comme Google, parce qu'il y a un moment où ils m'avaient approché pour que je bosse avec eux et tout, tu as quand même des processus de recrutement. C'est pour ça que je te dis, il y a quand même une barrière à l'entrée. C'est que les grosses boîtes américaines, si tu n'as pas fait le Yale, Oxford et compagnie, c'est pas si simple de rentrer. Une fois que tu y es, la méritocratie va prendre le dessus, mais par contre, tu as une barrière à l'entrée. Et en France, on est un peu pareil. La barrière à l'entrée est très forte, parce qu'il faut écrémer, etc. Une fois que tu passes ce truc, moi, je sais que dans mon métier, c'était la jungle. Concrètement, celui qui arrivait, c'est celui qui se démerdait, quoi. C'était pas celui qui avait le meilleur diplôme. Je suis d'accord. Ma femme, elle est dans la finance, tu vois, elle a bac+5 aussi. Mais à part ça, après, une fois que tu y es, c'est voilà, tu vois. Donc on parle de ça, tu as bossé pendant plusieurs années dans la pub, tu étais installé, tu avais ta place. Qu'est-ce qui te faisait kiffer le plus dans ce trou de ta vie? Il y avait deux choses. Il y avait le fait qu'en agence de pub, tu bosses pas mal avec des créatifs. Donc, du coup, inventer des concepts, délirer avec des idées, ça me plaisait beaucoup.
Et le management, moi j'aimais beaucoup ça. En gros, j'ai eu la chance d'avoir une équipe et de les gérer humainement, ça me plaisait. J'aimais beaucoup passer du temps à faire ça. D'ailleurs, à la fin, je faisais quasiment plus que ça et gérer des clients, c'est ça qui m'a fait me barrer. Mais la partie management, ça me plaisait beaucoup. Comment tu arrives à développer le potentiel de quelqu'un, comment tu arrives à l'accompagner, comment tu arrives à… Alors après, il n'y a pas que des bons côtés, mais j'aimais bien ça. Et c'est satisfaisant quand tu vois des gens qui prennent leur envol. Oui, exactement. J'avais ce truc-là parce que moi, j'ai bossé 10 ans dans la vente. Pareil, j'ai arrêté, comme je te disais, les études. Après, j'ai bossé dans la vente, voilà, jusqu'à devenir responsable de magasin, tu vois. Ou pareil, je managais des gens. Et c'est trop bien de se dire qu'après coup, les gars qui t'ont vu commencer, qui avaient 19-20 ans, et ben après eux aussi deviennent adjoints, tu vois, responsables et tout. C'est comme un père et les enfants, tu sais. Il y a un délire de transmission, c'est exactement ça. Carrément. Je crois qu'en parallèle de ton taf, tu as commencé à faire un peu des plateaux d'humour. Comment ça se passe cette entrée? Comment tu arrives dans ce métier? Comment tu te dis je vais y aller? En fait, j'ai commencé à écrire des textes. J'étais à l'étranger à l'époque, je bossais à l'étranger et j'ai commencé à écrire des textes en français à l'étranger que je ne jouais pas du coup. Donc je suis arrivé en France et j'avais 1 an d'écriture de plein de choses diverses et variées. Et donc quand je suis arrivé à Paris, pour le coup, j'ai commencé à faire des petits, des open mic, des petites scènes ouvertes où je testais des formats 3-5 minutes. Et j'ai commencé à le faire effectivement en parallèle de mon taf et pendant peut-être 2 ans, je pense, avant vraiment de me lancer plus sérieusement. Donc voilà comment ça s'est fait, quoi. J'ai répondu à ta question. Mais et du coup, tu as eu un truc, c'est que c'est un truc qui t'attirait depuis longtemps. Je sais que maintenant, tu es un bousier de stand-up, ça a toujours été le cas. Du coup, même avant ça ou pas? Moi j'ai commencé par de l'impro en fait. J'ai fait en hobby. Il y a une quinzaine d'annes, j'ai fait du théâtre d'impro pendant 3 ans, mais c'était vraiment les troupes amateurs. On se prenait pas spécialement au sérieux et tout. Et plus petit, en école primaire, j'étais dans des cours de théâtre aussi. Donc je pense que j'avais cette fibre-là en moi, j'aimais bien. Il y a toujours un petit fil rouge finalement depuis tout petit. Exactement. Et tu as eu des références dans l'humour avant de te lancer? C'était qui tes références? J'ai beaucoup de refs américaines pour ma part. Beaucoup de refs américaines de stand-up. J'étais pur stand-upper. J'avais qui? J'avais Louis C.K. Pour moi qui reste un des tout meilleurs. J'avais Kevin Hart et j'avais Manis Calco. Pour moi, les trois refs qui me font même réaimer ce métier quand des fois j'ai des doutes, je les re-regarde et je me dis ils sont trop puissants. Ils sont trop puissants. Entre les trois et avant ou maintenant? Les deux. Parce que maintenant, je rajouterais un mec qui, en ce moment, me retourne le cerveau, qui est Nate Bargatze. Qui est je vois. Ce qui est bizarre, en France, personne ne le connaît. À part, j'en parle avec le DA du Paname. Beaucoup, il me dit, mais mec, je le sais depuis des années, mais c'est rare que je dise à des gens, j'écoute du Nate Bargatze. Il me dit, alors pourtant, c'est celui qui vend le plus de billets aux States. Il est très, très, très installé là-bas. En France, il est un poil plus sous-coté. Mais c'est un de ceux qui arrive avec du quotidien et du rien à faire des storytelling de dingue. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. Donc, je dirais les 4. Les 4, c'est les 4 qui m'influencent le plus. Et après, en France, c'est bizarrement des humoristes qui sont assez loin de mon univers. Mais pour moi, en France, je citerai Roman Frécinet qui pour moi, me tue le cerveau à chaque fois. Mais je pense que j'admire d'autant plus que c'est pas du tout mon écriture et mon énergie. Mais j'admire souvent des gens qui sont loin, qui peuvent être loin de toi. Parce que tu dis, j'arriverai pas à faire ça. Donc, en fait, il ne faut même pas comparer. Mais du coup, de dire, il est très différent et du coup, j'admire d'autant plus ce qu'il fait, quoi, tu vois. C'est ça qui est charmant, c'est qu'il y a différentes intelligences. Tu vois, il y a différentes écritures, etc. Et c'est trop cool de voir l'éventail de ce truc-là, c'est trop bien. Et d'ailleurs, ça apaise d'arrêter de se comparer. Moi, je l'ai longtemps fait, parce qu'au début, tu débutes, tu jauges le niveau de rire dans la salle, surtout quand tu es en plateau, et tu commences à dire, lui, il a plus fait rire, elle a plus fait rire, là, j'étais un peu en dessus, là, j'étais un peu en dessous. Et quand tu captes qu'il y a pas une vibe qui ressemble à l'autre au final, tu dis qu'il y a de la place pour tout le monde, et ça t'apaise. Enfin, moi, je sais que ça m'a apaisé, quoi. De fou, franchement c'est trop bien. Et en plus, t'as eu beaucoup de doutes quand tu t'es dit je lâche mon taf du coup de pub et que tu y vas. Parce que ça doit être fou de lâcher une place en or et de se dire j'y vais là, c'est bon. J'ai fait un move qui avait aucun sens, donc quand je le lâche, j'y vais avec des filets de sécurité. J'essaye parce que j'ai une famille à côté, donc je me dis ok, je négocie un départ. Après je dis j'ai un peu de temps de chômage. Mais vu que je suis un peu un psychopathe, il faut que je taffe à côté. Donc, je continue un tout petit peu de consulting tout en faisant de la scène. Donc, j'essaie de ne pas lâcher à 100% pour dire, OK, là, je peux reprendre mon job s'il faut. J'essaie de bien partir de mon taf pour revenir s'il faut, etc. Mais les doutes, franchement, jusqu'à il y a 6 mois,
j'étais en plein doute. C'est vrai? Depuis 6 mois, j'en ai encore beaucoup, mais un peu moins parce que je commence à être un peu plus sûr de mes forces, entre guillemets, et un peu plus content de ce que je propose. Mais jusqu'à il y a encore 6 mois, j'étais absolument pas content de ce que je proposais. J'aimais pas ce que je proposais. Et donc, c'était que du je suis pas à ma place, je suis pas à ma place, je suis pas à ma place. Et là, je commence un peu à prendre la bascule de en fait, c'est cool, ça va. Ça va. C'est pas encore ce que tu aimerais faire, mais tu es sur le bon chemin. Donc là, je commence à m'apaiser avec moi-même. Et vu qu'en plus, j'arrive à en vivre maintenant, ça va. Je commence à être content. Et du coup, c'était quoi tes plus gros doutes il y a encore jusqu'à 6 mois? C'est qu'est-ce qui te faisait te dire non, c'est pas bon, ça va pas? De faire de la merde, quoi, de pas être à ma place, dans le sens où de pas apporter un truc à ce métier assez tard. Ou je dis pas que j'apporte un truc maintenant, mais en tout cas, j'ai le sentiment de plus toucher les gens. Et du coup, je me sens plus utile, je me sens plus à ma place et je me sens dans une dynamique plutôt positive par rapport à ce métier. Mais jusqu'à maintenant, c'était un peu le syndrome de l'imposteur. Surtout quand tu viens pas de ce milieu-là, tu te dis on est 20 000, qu'est-ce que j'ai à apporter de plus? Avec les réseaux, c'est encore pire. Donc il y avait un côté de moi qui n'aimait pas ce que je produisais. J'avais une espèce de fantasme de ce qu'il fallait et ce que j'aimerais produire. Et j'y arrivais pas. Et là, je commence à m'en rapprocher un peu. En fait, ça doit être difficile parce que, en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de prendre du recul, sachant que tu viens de me dire que toi-même, que tout le monde a sa place, mais que toi, de te dire que toi-même, tu as ta place. J'ai aussi reçu Amy London, pareil, que j'aime beaucoup, que j'embrasse, qui est pareil, a une reconversion qui était propre pendant longtemps. Et je pense que c'est difficile, en plus, d'encore plus, quand tu te lances, quand tu as fait un truc avec certitude pendant des années, de te dire, je vais me faire ma place maintenant. Comme tu dis, là, c'est un peu sûr, mais au final, la place, elle est pour tout le monde. Et quand tu as le retour du public, mais bon, c'est compliqué, j'imagine, de prendre du recul. C'est avec le temps, quoi. Non, c'est sûr, c'est le temps, c'est la connexion que tu fais avec ton public aussi, c'est les retours que tu as, et des pros, et des… Moi, j'ai commencé aussi à me sentir plus à ma place quand, tu vois, c'est con, mais tu fais une tournée, tu fais plusieurs salles. C'est con, j'écoute beaucoup les régisseurs. Si le régisseur, à la fin, il vient te voir et te dit « Mec, t'es barre de rire ton spectacle ». Bien sûr. Parce que tu sais qu'il en a vu beaucoup. Donc si, en ayant vu beaucoup, il vient te voir, c'est pas le même retour que ta mère qui vient te voir « Mais t'es plus drôle, mon fils et tout ». Tu dis « Oui, merci maman » et tout. Ou tes potes. Quand t'as des retours de pros ou des gens du milieu qui te disent « Ok, là c'est smart » ou « Là c'est des barres de rire » ou c'est… Là, tu commences à prendre un peu de confiance et à te dire « Ok, donc j'ai ma place ». Donc en fait… j'ai à peu près la même place que n'importe qui que je trouvais cool à l'époque. Ok, maintenant je suis à ce niveau-là, donc vas-y, fonce. Quand tu commences à être adoubé un peu par le milieu, par les gens, par les professionnels du moins, comme tu dis, les régisseurs et tout, ça commence à donner un peu plus confiance. Qu'est-ce qui t'a marqué positivement comme négativement quand tu as commencé à temps plein ce métier d'humoriste? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Négativement, c'est les débuts quand j'en parle sur scène parce que ça m'a quand même trauma, mais… les galères du début et du remplissage, ce qui est d'ailleurs toujours une problématique que je garde dans mon cerveau, mais ça m'a marqué négativement. Cette pression au remplissage, ce qui est doublement teubé parce qu'il y ait 5 personnes ou 3000, objectivement, ça ne change pas la qualité de ce que tu proposes. Oui, ça c'est clair. Mais on met une emphase là-dessus. Ça m'a marqué négativement et c'est pareil, j'ai réussi à travailler là-dessus pour qu'il y ait 30, 5. J'espère de plus avoir ça, ou comme là, ça fait 4 jours qu'on est à Lyon et ça sera 4 jours complets. Là, j'essaye d'enlever ça de ma tête. Quand c'est positif comme là, je me dis, mec, t'as tellement galéré que là, t'as 4 jours complets, tu peux que tout donner, tu peux que rendre ce qu'ils te donnent et tout. Et quand j'ai des salles moins remplies, ça arrive aussi, j'essaie juste de me dire, attends, les 30 ou les 40 qui sont là, ils ont peut-être très envie de te voir. Ça fait peut-être longtemps qu'ils attendaient ce truc, ou peut-être même qu'ils sont au pif, mais ils ont payé un billet. Mec, t'es obligé d'y aller à fond. Donc ça m'a marqué négativement et j'ai réussi à un peu travailler dessus. Qu'est-ce qui m'a marqué après positivement? Les premiers, quand t'éclates pour la première fois une salle. Ça, c'est un sentiment, on a dû souvent t'en parler pour des stand-uppers, mais quand t'arrives a fortiori sur un plateau où il y a un petit niveau et tout, et que t'arrives à trouver ta place là-dedans, de tuer la salle, et c'est con, c'est de l'ego, mais quand les gens ils sortent, t'as vraiment kiffé et tout. Bien sûr. Et tu les revois à ton spectacle la semaine d'après. Là, ça, c'est des sentiments qui sont cool. C'est aussi ça le taf. C'est le taf. C'est la partie du taf, donc au final, c'est toujours gratifiant d'avoir ce retour-là. En vrai, mon taf, effectivement, t'as raison, c'est d'arriver à faire pleurer de rire ces gens-là. Après, il y a des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas. Sûr. Mais quand tu y arrives, le sentiment, il est fou parce que, en fait, t'as un mec que tu connaissais pas, une nana que tu connaissais pas 1 heure avant, et dans la salle,
tu la vois littéralement se plier de rire, pleurer. Ça c'est un sentiment qui est fou. Bah ouais. Parce que tu sais que tu marques son moment émotionnellement. Tu sais, des gens, des fois, ils t'écrivent et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri ou j'avais besoin de cette soirée. Mais c'est magnifique, ce métier-là, il est fou. Ça te rappelle pourquoi tu fais ça? Ouais, T'as tout lâché. on a niqué le jeu de la vie en vrai. Enfin, tu bah, vois, bien sûr, ouais. on écrit des blagues, on fait rire, les gens ils viennent nous. C'est trop bien, c'est magnifique. Mais c'est bien de rappeler qu'il y a ces deux côtés-là. Ouais, Il peut y complètement. avoir le côté l'angoisse de se dire il n'y a pas beaucoup de monde, ça peut bider, ça peut être. Complètement. En fait, je pense que c'est proportionnel. Ça Ouais. peut être aussi horrible que c'est magnifique, quoi. Exactement. C'est très extrême. C'est très extrême. Après tu vois, genre les beats du début et tout, c'est pas un truc qui m'a personnellement trop marqué. Ok. Parce qu'en vrai, je sais pas si je vais me faire des potes en disant ça, mais si tu taffes, les beats ça dure pas longtemps. Enfin, normalement, Oui. si tu es un minimum conscient de ce que tu fais, que tu as un minimum de recul de toi sur scène et que tu taffes, les beats ça dure pas longtemps. Ouais. Parce que ce que tu as bidé, tu vas pas le refaire 3-4 fois. Tu vas changer jusqu'à ce que ça fonctionne. On est des artisans en vrai. Bien sûr. Je vous propose un truc, ça marche pas, je l'enlève, ça marche, je le garde. Ou alors ça marche pas pour l'instant, mais je sais que ça va marcher, je le garde sous une autre forme, mais dans tous les cas, tu changes. Ouais. Le beat, moi, ça m'a pas marqué plus que ça. J'en ai pris, beaucoup, mais je savais pourquoi je les prenais. Donc si tu sais pourquoi tu prends le beat, bah tu le prends plus la fois d'après normalement. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En fait, je pense qu'il faut savoir le recevoir et l'apprendre. Ouais. Enfin, tu vois, plutôt que de se braquer et de se dire c'est à cause d'eux, ils ont pas. Tu vois, je pense que c'est la pire erreur. Moi, je suis toujours l'école de c'est toujours moi. Dans tous les cas, c'est toujours moi. Que je les éclate de rire ou que je bide. Ouais. Tu vois, regarde, jeudi, moins cool que mercredi, mais je sais que j'avais pas la même énergie. Ouais, C'était cool, on a passé un bon moment, mais mercredi, je suis arrivé avec une patate qui n'était pas la même que celle de jeudi. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, ça du joue. coup, vendredi, je me dis, il faut que j'ai la même que celle de mercredi. Ouais. Pour les gens, ils voient pas trop la différence. Toi, tu la vois. Parce que ça se joue à des détails et tu fracasses la salle ou tu les as bien eus. Ouais, et ce delta-là, ça se joue, c'est ton énergie. Ouais, bien sûr. C'est que ça. Ah, carrément, je suis d'accord. Ça fait quoi? Ça fait maintenant 5 ans que tu fais ce taf là à plein temps? 5 ans à plein temps. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant ce travail? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? C'est dur comme question. C'est dur comme question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je sais pas, moi j'ai l'impression que sur scène, je m'aligne avec ce que je voulais faire depuis tout petit. En fait, je m'assume. J'assume qui je suis, ce que j'ai envie de raconter, le propos que j'ai envie de tenir auprès des gens. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de moi? À me faire confiance en vrai. Ouais. À faire confiance à ce que je voulais faire depuis le départ, à faire confiance à ce que j'ai envie de proposer sur scène, à faire confiance à des intuitions que j'ai. Ouais, je crois que c'est ça parce que moi j'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait ça avant. Ouais. C'est aussi ce qui m'amène à le faire de cette manière-là et donc je suis très content de le faire maintenant, mais j'aurais dû me faire confiance avant et que je le fasse maintenant, je suis très heureux. Moi, ça m'apaise. Ce que j'ai appris moi, c'est que de te faire confiance et quand tu vois que ça prend, t'ayant fait confiance, ça t'apaise, quoi. Moi, je suis vachement plus apaisé sur ma future vie, tout simplement. C'est hyper important. Ouais. C'est hyper important d'avoir appris tout ça en fait. Ouais. C'est capital même pour ta vie perso. Ouais, Ça complètement. en découle quoi. Ouais. C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Positif, négatif, un truc, je sais pas. La plus grosse dinguerie qui m'est arrivée T'as sur scène, déstabilisé, tu vois. qui m'est déstabilisé. J'ai fait 1h30 de spectacle devant 5 personnes, dont une qui dormait et une autre qui ne parlait pas correctement le français. Et donc il en restait 3 et un des 3 n'était pas venu me voir ce jour-là, il s'était trompé d'artiste. Ça a été une épreuve. Dans les débuts? Ouais. Dans les débuts, ouais. Ouais. C'était la petite loge. Ouais, ok. Et on avait décidé avec les filles de la petite loge de maintenir le spectacle. Je pense qu'elles voulaient me montrer aussi ce que c'était d'être dans le dur et elles ont bien fait. Mais j'ai vraiment. Là, tu ressors, tu as envie de te foutre en l'air. Pour de vrai, tu te dis là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que je fais là. C'est-à-dire que tu peux te détacher du nombre de personnes dans la salle, mais quand il y en a littéralement 2 ou 3 qui t'écoutent, tu te dis, je suis un fou qui parle devant une salle vide en fait. Ouais. Et après, d'autres années, pas sur scène, mais en dehors, où j'ai plein de fois où j'ai annulé. Ok. J'ai annulé, mais d'annuler. Moi à l'époque, je jouais le dimanche et tu pouvais pas annuler sur billet réduc. Ok. On a le droit de citer billet réduc? Ouais, bien sûr. À l'époque, tu pouvais pas annuler sur billet réduc le dimanche parce que leurs équipes, elles travaillaient que la semaine. Ah, ok, Donc d'accord. si tu annulais pour faute de résa le dimanche, Ouais. tu devais te déplacer et aller prévenir les personnes Ah, ok. que tu annulais ton spectacle. Ok. Donc je me suis déjà déplacé à mon propre spectacle un dimanche, 45 minutes de route Ouais. pour aller annuler
les 2 personnes qui avaient réservé à mon spectacle. Ah, oui, d'accord. Ça, j'ai vécu cette situation. Ok. Là, là, tu te prends. C'est pour ça, quand tu as ce genre de salle, tu te dis. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et tu peux que kiffer. C'est impossible de j'allais dire. ne pas kiffer ça. Et avec des situations où je sors des balnaves en plus, parce que je peux pas assumer. Ouais. Je leur dis. Bah oui, c'est chaud. Je me rappelle d'un dimanche, je suis dans ma voiture. Les 2 personnes, elles arrivent devant le théâtre. Moi, je suis garé un peu plus loin. Je les vois arriver. C'est un couple. Je vais les voir. Je dis, écoutez, on a prévenu tout le monde. On a eu un problème avec le régisseur. On a prévenu tout le monde. Ouais. Mais vous avez pris sur billet réduc. Donc, on n'a pas pu vous prévenir. Alors qu'en fait, c'est les 2 seuls qui avaient pris le billet. Ouais. Donc, je suis désolé, je suis venu en personne. Et la nana me dit, mais c'est vous sur l'affiche? Je dis, oui, je suis l'artiste, je devais jouer. Mais du coup, on a dû annuler. Et ça s'est fait. Je lance des trucs genre, la prod n'a pas pu vous prévenir. J'avais pas de prod, évidemment. J'étais moi et seul tous. Et en leur disant, écoutez, je suis désolé, j'espère que vous n'avez pas fait beaucoup de route. La nana me dit, en fait, on a fait presque 1h15 de RER pour revenir. C'était notre anniversaire de rencontre. Ah oui. Je suis vraiment, mais sincèrement désolé. Ce que je fais, c'est que je prends votre nom, je le donne à la prod. Toujours. La prod, la fameuse. Attendez, j'appelle la prod. C'est ma mère derrière. Et je leur dis, on vous remet des places pour dans 2 semaines. Ils sont revenus dans 2 semaines après et ils étaient 8 dans la salle. Ok. Donc c'était Angoisse TV dans tous les cas. C'est ce genre de truc quand tu vis ça. Ça, c'est le karma, ça. Ça, c'est karma. C'est le karma qui est revenu direct. Mon Dieu. Ouais. Donc, c'est des moments marquants négativement. J'avoue, c'est chaud. Et à la fois, c'est ça qui forme. Ouais, c'est ce que je veux dire. Franchement, quand tu fais 1h30 devant 5, je te jure que c'est vrai, tu peux faire n'importe quel comédie club du monde. Ouais. Quand tu arrives et qu'ils sont 7, c'est déjà plus que ce que tu as vécu. Ouais. Donc c'est déjà plus simple. C'est vrai. Ça fait partie du taf aussi. Ça fait partie du taf. De commencer par ce truc. Mais tous les artistes passent par là. Il n'y a rien de neuf dans ce que je te dis, hein, mais c'est bien de le vivre. C'est bien de le vivre. Ça me fait penser à vraiment ce truc de quand tu as 18 ans et que tu commences un taf et que tu n'as pas envie d'y aller, que tu inventes une excuse à ton patron. Ouais, désolé, je peux pas. En fait, tu sais, c'est vraiment ce truc où tu te sens une merde parce qu'en fait, je me vois dans la voiture et ils arrivent. Je dis putain, je dois aller leur annoncer qu'il n'y a pas de spectacle. C'est d'une tristesse. Ouais, j'avoue, je comprends. C'est quoi est-ce que, peut-être que tu n'en as pas, je sais pas, est-ce que tu as un goal dans ta carrière, un objectif que tu vises où tu te dis, quand j'aurais fait ce truc-là, alors, ça peut continuer, mais au moins j'aurais checké un truc. Je me suis enlevé toute pression d'objectif artistique parce que ça me rendait malheureux. Je m'étais dit à l'époque, ça serait bien qu'on genre l'Olympia ou de faire un Zénith ou que sais-je. En fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas, voire que ça me freinait. Parce que tu commences à regarder tous ceux qui sont à ce niveau-là, tu commences à vouloir accélérer le processus alors qu'en fait, il n'y a que le temps qui peut t'emmener là et le travail. Et donc, en fait, mon seul objectif, et je suis très sincère, c'est même pas de faire une salle en particulier. Je veux juste être le mec le plus gaulerie possible. Et je me mets, ça paraît teubé à dire, mais depuis que je me mets cet objectif-là en tête, je pense être plus drôle, de prendre plus de plaisir à ce que je fais. Et en fait, tout ce qui arrive, c'est comme une mini-surprise. Là, on arrive 4 jours complets à Lyon, ce qui m'était jamais arrivé. Putain, génial! Alors que si je m'étais dit, l'année prochaine, quand je reviens à Lyon, il faut que ce soit complet. Et si c'est complet, tant mieux. Ça te met une barre. Genre, je suis pas là où je devrais être. Tu te mets une mauvaise pression. Donc en fait, à part travailler mes textes, travailler mon personnage, travailler le gaulerie qui est en moi, je mets plus d'objectifs. Et je suis beaucoup plus heureux comme ça. Donc non, j'ai pas de goal. C'est plus ça en vrai, je pense. Parce que arrivera ce qui arrivera, de par ton travail, de par ce que tu fais, etc. Donc, Non mais en fait, je me dis, si t'es drôle et si t'es très drôle et que ton spectacle, il parle aux gens et que t'as un vrai format de spectacle, mon goal, c'est d'avoir le spectacle le plus fou possible. Et par fou, je veux dire le plus maîtrisé, le plus gaulerie, le plus profond, qui touche les gens le mieux possible. Si j'ai ça, je serai très heureux, même si ce spectacle ne va pas à l'Olympia, je dis n'importe quoi, ou au Grand Rex. Moi, je kifferais plus le Grand Rex que l'Olympia. Il y a des salles qui me font kiffer, mais c'est pas un objectif en tant que tel. Ça arrivera si ça doit arriver. Si ça arrive pas, je serai pas malheureux. Je dirais pas, j'ai pas fait l'Olympia. Je m'en bats les steaks. Je veux juste être gaulerie. C'est plus ça en vrai, je pense. Ouais, je veux juste être même. Je veux que les gens qui viennent me voir dans 10 ans, ils disent, ouais, je me rappelle de cette vanne. Il y a des fois, il y a des gens qui ont vu le spectacle il y a 3 ans. Je recroise, ils me disent, mec, la vanne avec ton daron. Souvent, c'est celle-ci. Ton daron qui se prend une barrière dans la tête. Et je m'en rappelle encore. Ça, pour moi, c'est ça le goal. C'est d'avoir des moments qui marquent positivement un spectateur et tout. C'est un bel objectif, en vrai. Ouais, et puis en vrai, il est plus facile à atteindre aussi. Il est plus facile à atteindre, on va pas se mentir. C'est sûr. Et il dépend de toi, principalement. Il dépend que de moi et que de mon taf. Le reste, c'est les aléas d'un développement artistique. Il y a tellement d'aléas que, je sais pas, je m'enlève cette pression, en fait. Et depuis, je vais mieux.
Parce que tu sais, la santé mentale de l'artiste, elle est. J'imagine, c'est clair. Et j'ai été le premier là-dedans à comparer, machin, là où je devrais être, à ce niveau de progression. À un moment, j'ai dit, wow, stop, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu avais un job, tu as quitté pour faire un job qui te rend heureux, tu l'es pas parce que tu te dis que ce job-là pourrait être mieux, pourrait être ci, pourrait être. Mais tu es en train de le faire. Mais kiffe, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et ça m'a apaisé. Je sais pas d'où est venu ce déclic, mais j'arrive maintenant, j'arrive bien. Je parle de comparaison, je voulais aborder un petit point rapidement que j'aborde souvent avec les humoristes, c'est les réseaux sociaux. C'est un vrai game, tu le dis, vous êtes beaucoup maintenant. Ouais. De plus en plus, moi-même, quand je suis sur mon truc Instagram, dans mon feed, je vois des gens, des nouvelles personnes tout le temps que je connais pas du tout et tout. Comment tu considères ça? Est-ce que c'est un petit taf? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que tu pourrais t'en passer? C'est quoi ta vision sur ça? Pour l'instant, non. J'aimerais. Ouais. Et le but, c'est de m'en passer. Ok. Je n'aime pas taffer les réseaux sociaux. Je n'aime pas ça. Je me l'impose, je me l'inflige, entre guillemets, parce que c'est ce qui fait remplir la salle. Mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour me faire venir les gens dans la salle. C'est juste ça. Et je ne le considère que comme ça. Peut-être qu'à un moment, typiquement, 95% des vidéos que je produis ne me font moi pas rire. Ok. C'est intéressant ça. Donc quand les gens viennent nous voir, trop bien tes vidéos, tu sais, je suis cool. Mais je n'aime pas ce que je produis. Ce que je produis sur scène me fait rire et me plaît. Et j'en suis fier, j'en suis content. Pas au niveau que j'aimerais, mais ça va venir un jour. Ce que je produis sur les réseaux, peut-être un jour, et je m'amuserai un peu plus. Mais allez, il y a peut-être une dizaine de vidéos qui me plaisent. Mais moi-même, je ne regarderai pas mes propres vidéos. Je comprends. Donc ça me frustre parce que les gens te suivent pour ça et pas pour ce pourquoi tu fais ce métier. Donc pour l'instant, c'est pas un truc cool pour moi. C'est très dur parce que moi j'ai souvent cette réponse, soit des gens qui ne veulent pas jouer le jeu des réseaux, soit qui le font malgré, comme tu dis, pour remplir. Je te parlais de Jason Brokers tout à l'heure que j'ai reçu, qui lui du coup joue pas à ce truc-là, parce que je parlais de ça avec lui, que moi j'aime beaucoup Jason Brokers, pour moi c'est vraiment très des meilleurs en France, tu vois, ce qu'il fait. Je suis allé le voir d'ailleurs à la Scala, j'ai adoré son spectacle, je l'ai écrit derrière. Salle en plus. Et j'ai ce truc-là où je disais, je trouve qu'il n'a pas la reconnaissance, la place qu'il devrait avoir, parce que pour moi il est au niveau je prends l'exemple de Farid, parce qu'ils bossent ensemble, d'un Farid, pour moi ils sont vraiment un truc, c'est pas pour rien qu'ils écrivent l'un pour l'autre. Et voilà, je disais, à ton avis, pourquoi t'as pas la reconnaissance que tu devrais avoir, pourquoi t'es pas au niveau? Elle me disait qu'il y avait plein de paramètres et que lui aussi, il se jette aussi la pierre, lui premier, parce qu'il y a plein de trucs qu'il veut pas faire, dont les réseaux, il fait peut-être que. Et pour lui, c'est ça qui fait que. Pas que ça, il disait. Il disait pas que ça, il me dit objectivement, mon faciès fait que je suis pas invité, donc moins de visibilité, etc. Tu vois. Il me disait qu'il y avait beaucoup de facteurs, mais il disait qu'aussi, c'est pas le tout de jeter la pierre à X ou Y, et que lui aussi, si demain il jouait les jeux des réseaux, qu'il faisait de l'impro, qu'il faisait du machin, aussi peut-être qu'il aurait plus de visibilité. Et qu'il y aurait, voilà, donc c'est hyper compliqué ce truc de jouer les réseaux alors que c'est pas ça ton taf. Finalement, être forcé à te faire un truc pour plaire à quelque chose, parce que moi je connais beaucoup d'humoristes, j'en vois beaucoup, et je vois que des fois c'est pas, enfin quand tu les connais, tu vois que c'est pas naturel ou que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, du moins. En fait, c'est pas ce qui les anime, quoi. Tu vois. Le seul truc que je m'impose entre guillemets quand je m'impose les réseaux, c'est de garder l'ADN que je vais avoir sur scène, c'est-à-dire d'écrire ça comme du stand-up. Alors, il y a quelques vidéos, c'est de la vanne pure, mais la plupart du temps, si je fais des facecam ou des trucs comme ça, je l'écris comme du stand-up, c'est-à-dire qu'en gros, ça reste un vrai propos que j'ai envie de tenir, ça reste un sujet qui m'intéresse, ça va être un sujet qui va déclencher une petite réflexion chez les gens, à mon niveau, évidemment, et surtout, que ça soit dans l'ADN de ce que tu proposes sur scène, parce que je vois tellement de gens qui font plein de choses et qui sont extrêmement gauleries, mais qui ne sont pas alignés avec ce qu'ils proposent dans le spectacle. Je ne comprends même pas qu'ils le fassent en fait. C'est-à-dire que tout le temps que tu perds à développer un propos, moi mon propos c'est la famille, jamais je vais faire un concept sur autre chose que ça. Parce que ce que tu vois dans les vidéos, quand tu viens sur scène, tu peux que être agréablement surpris parce que tu vois, parce que tu as le live, parce que tu as la scène, parce que tu as ma vraie écriture qui est sur de la scène. Mais si j'avais fait un autre concept qui avait aucun rapport avec mon spectacle, quel est l'intérêt? Les gens, ils arrivent, ils comprennent pas ce que c'est, je comprends même pas. Ah, je comprends, je suis d'accord. Donc le seul truc entre guillemets que je fais quand je le fais parce que je m'impose cet exercice-là, c'est au moins que ça soit aligné avec le propos que j'ai envie de tenir. Cohérent avec ce que tu proposes après sur scène. Exactement. Mais sinon, non, franchement, c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir et c'est à mon niveau, on est tellement, comme tu disais, que si je ne mettais pas en avant les réseaux, si, une autre façon de le faire, je pourrais prendre ce temps-là, taffer l'écriture comme un porc,
Mais encore, faudrait-il que je monte quand même un peu sur scène ce que je fais. Donc, Ouais, c'est ce compliqué. serait une autre façon de faire. Et Adèle Fugazi me disait que lui, par exemple, des fois, il se force à écrire 5 minutes en plus pour les jouer, pour les réseaux, mais qu'on ne retrouvera pas dans son spectacle. Je fais pareil. Pour avoir Je fais pareil. C'est des capsules que je donne souvent au Café Oscar ou au Paname ou au Kido où je vais. Et je sais que c'est du jetable, entre guillemets. Donc voilà, c'est pour ça que je dis je l'écris comme un stand-up. Pour moi, quand j'écris un nouveau truc, soit ça va partir en chronique radio, soit sur scène, soit en face cam même. Mais c'est de la même écriture entre guillemets. Après, je l'adapte un petit peu, mais je sais que ça sera du jetable entre guillemets. Ok. Après, des fois, c'est bien parce que ça te pousse à écrire, ça te pousse Ouais, c'est comme une chronique quoi. Ouais, carrément. Guillaume, on va faire une petite pause dans le podcast, on va faire un petit jeu. Vas-y. Tu joues beaucoup, c'est quoi ton rapport au jeu? Genre sur les téléphones ou En globalement? général, même entre potes, société, tu sais, les loups-garous, enfin le jeu en général. J'aime bien, je joue pas assez. J'ai moins de temps maintenant, mais je kiffe ça. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. T'es mauvais joueur ou pas? Non, ça va. Ça va? J'ai eu un grand frère très mauvais joueur. Je lui passe le bonjour. Ça t'a vacciné? Ça m'a vacciné, ah ouais. Ok. On va faire le quizard que je fais avec tous les gens que je reçois. Ouais. Je vais te poser plein de questions. Ouais. Tu auras 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Questions très simples du style cite-moi un acteur français. Il n'y a pas de piège. Ok. L'idée, c'est juste de scorer. Si tu sais pas, tu me Mais dis c'est je quoi le passe. jeu? On marque des points comment? En répondant aux questions. Et à la Ok. fin, on fait le total. On voit combien de réponses t'as donné au final. Vas-y. C'est aussi simple que ça. On essaye. Ça touche tout. Il y aura de la musique, de la télé, du cinéma, etc., etc. Mais il y a des réponses à chaque fois. Il y a des C'est réponses. pas juste cite-moi un acteur. Sérieusement, je veux te dire, vraiment, ça va être un truc genre cite-moi un acteur français. Tu me dis clavier, ça Et marche. là, c'est un point. C'est un point. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Pas de piège. Est-ce que tu es prêt? Quand tu veux. Guillaume, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Tom Hanks? Philadelphia, Il faut sauver le soldat Ryan. Forrest Gump. Une série Netflix. Acharné. Une humoriste française. Florence Foresti. Un film Marvel. Avengers. Une chanteuse belge. Angèle. Un film avec Jean Reno. Léon. Un film sans Jean Reno. Les pensées font du ski. Un rappeur américain. 50 Cent. Un humoriste américain. Kevin Hart. Un créateur de contenu sur YouTube. Squeezie. Une émission de télé. Quotidien. Un podcast. Les maternelles. Un footballeur français. Dembélé. Un Disney. La Reine des Neiges. Une station de radio. Skyrock. Un perso de DBZ. Sangoku. Une série française. Bureau des légendes. Un compte Instagram. Fosco. Un jeu vidéo. GTA. Un artiste de variété française. Cabrel. Ok, c'est fini. Cabrel. mais c'est Cabrel, j'écoutais ça petit aussi. Ah bah voilà, tu vois. Cabrel, mon Dieu, qu'est-ce que mon père, il a saigné des albums. Mon C'est Dieu. vrai. Bah Cabrel, après ça va. Cabrel, ouais, Il y c'est a l'histoire pire, sur la quoi. Terre. Il y a Ok. pire, mais il y a mieux. Comptons, c'est bien. On est à Franchement, combien? t'es pas mal. On va compter ensemble là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je t'ai dit un jeu vidéo ou pas? Ouais, GTA, je dis. 19, oui, 19 et 20, la dernière. 20 bonnes réponses. Et gars, le record c'est 23. Allez, c'est qui? C'était Mehdi Maizi. Mehdi Maizi? Ouais. Je le connais pas, Mehdi Maizi. Mehdi Maizi. Mehdi Maizi, c'est un journaliste rap. Ah putain, Tu je vois me pas. disais, c'est un scène de peur ou Non, quoi? c'est pas Tu sais, un scène de je peur. les connais tous. C'est vrai que ça sonne stand-up. Il a un blaze qui sonne stand-up, c'est vrai. Mais, Donc je suis dans le top 3, je suis quoi? Ah ouais, bah là. Je suis compétitif par contre. Hein. T'es Compétiteur, dans le pardon. top 3 parce que je crois qu'après après 23, c'était 21, c'était Kevin Debonne. Je crois qu'il m'avait dit 21. Kevin, j'étais un satois Voilà. et j'ai sur Luc Besson, je suis teubé, je t'ai donné la ref en plus. Si Bah j'ai- oui. C'est quoi la question d'après? Tu sais que la vérité, c'est un film avec un film sans. Ah oui, c'est ça. La vérité, c'est que j'avais écrit François Damiens, et vu que tu m'as dit Léon, j'ai changé, j'ai dit Jean Reno pour te mettre bien, tu vois. J'aurais dit Dick et Neck. Ouais, Il est t'aurais dit incroyable ce film. Ouais, il est incroyable, c'est vrai. Bah justement, parfait, on va parler de cinéma. Est-ce que tu peux me citer ta première et ta dernière claque ciné? En humour ou pas spécialement? Cinéma large. Là, on parle cinéma maintenant. Première et dernière claque ciné. Première, Le Roi Lion. Parce que c'était la première fois que j'allais au cinéma. C'est Ok. bête, mais expérience de fou. La musique d'entrée, le lever de soleil et tout. bah ouais. Tes parents à côté, popcorn, c'était Tu m'étonnes. dingo. Méga claque. La dernière claque cinéma, film que j'ai eu, j'ai le droit de réfléchir. Oh, bien sûr, Tu tu peux coupes au réfléchir. montage après? Ouais, si c'est vraiment trop long, mais sinon, j'aime bien La réflexion. dernière claque. Je vais me mater un petit épisode de série en tombe, d'accord, ça te dérange. Je rattrape J'ai une des course à trucs. faire au Monoprix, tu réfléchis. Ça peut être série ou ça peut que être film? Après, on va parler série. Après, on va parler Ouais, série. après, on parle Un film. Un truc que tu as vu récemment, ça peut être plateforme, ça peut être cinéma, ça peut être
Un truc où t'as kiffé. Parce que peut-être que claque, c'est dur. C'est rare d'avoir des claques maintenant, peut-être. Si, putain, il date un peu, 5-6 ans. Je peux pas sortir des rêves de 5-6 ans, si. Bah, dis-moi, vas-y. Un truc, c'est plus récent que le Roi Lion, quoi. Dolan, Mummy. Mommy, ok. Il m'avait... Il t'avait bougé. marqué. Mais bougé profondément. Ok. Il m'avait mis un peu dans le bad, mais en même temps, j'étais passé par pas mal d'émotions. En film ciné... Putain, mais après, tu parles d'un daron, là, je vais plus au ciné. C'est ce que j'allais dire, est-ce que t'as le temps d'aller au cinéma encore? Joker, j'ai surkiffé. Joker, j'ai ok. j'ai beaucoup moins de temps pour aller au cinéma, que ça soit regarder des films, regarder des séries, aller au cinéma. C'est un temps, je passe beaucoup de temps à essayer de faire des recherches en amont pour pas me tromper. Ouais, je comprends. Parce que j'ai tellement peu de temps. Je comprends totalement. Et je capte des fois des gens qui me disent t'es le seul spectacle qu'on a fait cette année. Ouais. Parce que oui. on a tout cherché, on s'est dit bon. Je dis, au début je trouvais ça triste, maintenant je capte. Ouais, le temps que tu investis dans une série, Ouais. bordel, tu te foires fort en fait. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Le temps est une ressource rare quand t'es daron. Ouais. Moi, je suis avec toi. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge. T'en as 2 aussi. Ouais. Donc tu captes ce que je veux dire. Ah, mais je capte totalement. Lancer une série, lancer un. Faut être sûr. Faut être sûr. Faut être sûr de fou. Parce que sinon, t'es deg. Ah non, Là, mais même ne serait-ce d'avoir lancé un épisode d'1 heure et que c'est pas le bon, c'est pas la bonne série. Ça m'en fout. Ah ouais, ça rend fou. Ça rend fou. Surtout que tout dure longtemps maintenant. Même les films, c'est 2 heures minimum. Exactement. Un épisode de série, c'est 1 heure minimum maintenant. Exactement. Donc ça rend fou. Effectivement, Ouais. c'est difficile de trouver le temps. J'essaie de temps en temps, tu vois. Tous les ans, je me dis, tiens, cette année, je vais essayer d'y aller au moins une fois par mois au cinéma. C'est trop important. Mais c'est pas tout le temps le cas. J'essaie, tu vois, mais. Et du coup, quand j'arrive à enchaîner, là, pendant longtemps, j'ai réussi à rattraper des films que je voulais voir depuis longtemps, notamment Une bataille après l'autre. Ah putain, j'ai adoré. Oui, très cool. J'ai pas pris une claque, mais j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ouais. Et il était sorti, il a même eu le temps de sortir sur Canal, Ouais. et il continuait de jouer à Lyon dans des petites salles indé, tu vois. Donc t'as pu le voir au cinéma. Ouais, je suis parti le voir au cinéma. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, je suis KO. J'étais à une séance à 21h30 quand les petits dormaient et tout, tu vois. J'y suis allé, ça s'est fini à minuit, j'en pouvais plus, mais j'étais content de l'avoir vu au cinéma et d'avoir pris le temps de le faire, tu vois. Marty Suprême. Marty Suprême, par exemple. Je suis allé le voir, c'est le dernier que j'ai vu avec ma femme, on a été. J'ai adoré. T'as kiffé, ouais. J'ai adoré parce que c'est pareil, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai pas regardé. On m'a juste dit il est un peu fou. Ouais. Et je suis rentré dans le délire. Je pense que c'est beaucoup de ça. J'ai un pote qui m'a dit j'ai détesté, c'est too much, et j'ai surkiffé. Moi j'ai bien aimé aussi. Mais c'est pareil, c'est pas des claques, mais tu ressors, t'as le smile, t'es dans un énorme mood, tu dis le mec est fou. J'ai adoré mais j'avais adoré Uncut James et je crois que c'est le même réalisateur. Exactement, ce que j'allais te dire. Avec Adam Sandler. Donc ouais, ça a été le dernier, les 2 derniers, on va dire de l'année passée, il y a 2-3 ans, il y a eu Joker, mais ça date déjà. Ouais, Joker parce qu'il y a eu le 2 entre temps. Il y a eu 2 entre temps. Oublie ce que je viens de te dire. Mais Marty Supreme, j'ai adoré. Il était cool. Moi j'avais bien aimé. Un peu déçu parce que je pensais vraiment que c'était un film de ping-pong, tu vois, dans le sens où... Tu y allais pour ça, du coup? Non, pas dans le sens là. Fait ça, moi, c'est pas du ping-pong, je me casse. Non, mais genre en mode... parce que je m'en fous du sport, mais dans le truc, c'est cet aspect revanchard. Ouais. Je me fais humilier, Ouais. et à la fin, tu sais, un peu, je sais pas, comme à l'époque, les films de Jean-Claude Van Damme, il se fait défoncer à la fin. Et tu vois, à la fin, il revient, tu vois, voilà, tu vois, je pensais ça. Et au final, j'ai quand même kiffé parce que, effectivement, ça m'a fait penser au film avec Adam Sandler. C'était vraiment à peu près le même délire d'un mec, une course effrénée qui court après un but, etc. T'as l'impression qu'il ne marche jamais. Exactement. Et j'ai kiffé par contre. J'ai quand même bien kiffé le film Marty Supreme. Moi, la scène où c'est ça qui m'a fait péter un boulon. Quand la baignoire traverse le truc, ça doit faire 20 minutes de film. Ah ouais, là, ça va partir en couille tout du long. C'est forcément ça. Ça pète le bras du mec, ça part en dessus. Tout est fou. Et j'adore les films un peu où il y a 5-6 personnages forts qui reviennent, tu sais, comme les Snatch de l'époque. Oui, exactement. Je suis d'accord. Uncut James, c'est un peu pareil, où tu suis un personnage, mais t'es très proche de lui dans la cam. Il se repose jamais, t'es toujours essoufflé avec lui. Et t'as plein de personnages qui reviennent et j'adore ça. Ah ouais, c'est vrai. Et Timothée Chalamet, il est incroyable. Incroyable. Pour le coup, il est vraiment incroyable. Pour le coup, alors, je le croyais surcoté de ouf jusqu'à ce film-là. J'avais vu Dune, par exemple, je me suis emmerdé comme pas possible. Je te serre la main. Merci. Fin du podcast. Merci. Et Kevin Debonne, je te choperai sur le quiz. mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, Dune, ça m'a fait chier. Et tout le monde a vanté son truc dans Dune et tout. C'est contemplatif, il se passe rien. Ouais, vraiment. C'est oh là là. Et je me suis forcé à regarder parce que tout le monde en a parlé, alors c'était pas du tout mon délire de base. Et au final, non, je lui préfère largement dans Marty Supreme. Et j'ai même fait bien, c'est que je l'ai regardé sur écran. Enfin, je n'étais même pas au cinéma pour le voir. Donc, et ça m'a encore enlevé un kiff du truc. Moi, j'ai vu le 1 chez moi et j'avais été le voir le 2 du coup au cinéma.
Un peu mieux le 2, mais pareil, peut-être parce que j'étais au cinéma. J'ai même pas vu le 2. Mais non. Là, tu vois, c'est ce genre de truc de daron où je m'inflige plus ce genre de délire en fait. Ouais, Tu sais, avant, j'aurais fait non, je vais aller au bout du délire, je vais comprendre un truc. Là, c'est j'ai pas le temps. J'en avais qu'un enfant quand j'avais pour ça, alors. deux, j'avais pas deux. mais ouais. Et c'est un dernier film que je pensais, parce que j'en parlais avec The Brokers, que je l'ai reçu il y a 3 jours, de The Drama, qui est sorti il y a pas très longtemps, pour le coup, il y a peut-être 2 mois, avec Zendaya et Robert Pattinson. Ah oui, j'ai vu les affiches. Tu vois ? J'ai vu l'affiche. Et je vais rarement voir un film suite à une bande-annonce, parce que généralement, j'essaie d'éviter de regarder quoi que ce soit. Et là, ils m'ont pécho à la bande-annonce en mode. Tu vois un peu l'histoire du film ou pas ? Non. J'ai juste vu les affiches. C'est pas un truc de tennis, non ? C'est pas ça ? Non, c'est pas. Ah non, avec Zendaya, ça c'est un autre truc. Ça c'est Challenger. Ah oui, c'est un autre truc. Putain, t'as raison. Et là, avec Robert Pattinson, il joue un couple qui va se marier. Ils sont ensemble depuis 3-4 ans. Ils vont se marier dans 2 semaines, tu vois. Genre, vraiment. Okay. D'ailleurs, les deux sont magnifiques dans le film. Ils vont vraiment super bien ensemble. Et, en tant que couple, tu veux dire ? En tant que couple, ils vont super bien ensemble. Et un soir, ils font une soirée avec des potes qui sont mariés. Et les potes qui sont mariés, ils disent bah, tu sais, nous, ce qu'on a fait avant le mariage, on s'est avoué le pire truc qu'on a fait. Oh non. Et donc, le couple marié. En étant ensemble ou. Ouais, ils disent voilà, nous, on va se marier. Bah, avant de se marier, on s'est dit moi, le pire truc que j'ai fait, c'est ça, histoire de partir sur des bonnes bases. Le couple qui est marié, donc, avoue ce qu'ils ont fait l'un et l'autre. Ah non, tu peux pas le dire. Peut-être il y a des gens qui vont pas le dire, mais je te le dirai en off, tu vois, pour pas spoiler. On va spoiler dans 3, 2, 1. Ok, on spoil. C'est quoi le couple ? Le couple. Tu veux dire vraiment le twist du film ? Non. Le couple marié d'abord, ce qu'il dit ? Le couple marié. Le gars dit que. Non, tu sais quoi ? Spoil pas, t'as raison, faut que je le regarde. Ok. Non, mais... Bah, tu vois, et donc, on va leur faire péter un plan. Ouais. En fait, si, on va le spoiler. Là, ça serait émotionnel. Ils sont entre on met pause ou on met pas pause ? J'avance pas. Ça va péter un boulon. Non, mais du coup, dans la bande-annonce, on voit juste Zendaya, quand elle annonce qu'elle a fait, les gens sont choqués. Ah, donc dans la bande-annonce, on sait. Non, on sait pas. On sait qu'elle a dit un truc. Tu vas spoiler ou pas ? C'est ça que j'ai envie de savoir. Je vais pas le dire. Parce que c'est ça le truc. C'est que moi, ils m'ont eu comme ça. Okay. Parce que quand Zendaya révèle ce qu'elle a dit, on voit juste la réaction des gens. On voit pas ce qu'elle a dit. On voit juste les gens qui disent mais t'es sérieuse et tout ? Mais t'es pas sérieuse, t'as pas fait comme ça. Les mecs qui se filmaient en train de regarder des films et tu voyais que leur réaction et voilà, tout. En fait, elle a dit le truc et après, on a juste le plan sur le couple d'amis qui dit mais t'as pas fait ça, c'est pas vrai. D'accord. Et qui commence à se vénère, tu vois. Okay. Et qui se vénère. Et en fait, moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, cette révélation d'elle va faire tout basculer. Forcément. En fait, le mec va se dire c'est peut-être pas la personne que je connaissais. Est-ce que je la connais vraiment alors que le mariage est dans 2 semaines. Mais il aimait bien ou pas du coup ? Et moi, j'ai kiffé. D'accord. Moi, j'ai bien aimé. Mais t'as aimé pour l'idée ou pour le film ? Pour tout. Franchement, l'idée est cool. La réal, les acteurs sont vraiment. Je suis pas un grand fan non plus ni de Zendaya ni de Robert Pattinson. Moi non plus. Mais les deux, vraiment ensemble, ils sont super crédibles. Il a un petit rôle de. Même Pattinson, il a des petites lunettes, il a un petit. Voilà, il a un look vraiment. Et il est au cinéma ou. Et attends, gros point que tu vas kiffer 1h40. Combien ? 1h40. Ça se fait plus, ça. C'est une série. C'est un épisode d'une série. Ah ouais, ils rendent fou avec leurs 2 heures. Rien que pour ça, mais non, mais pourquoi ils font ça ? Vraie question. Je ne comprends pas. Soit c'est de se dire, il y a tellement d'offres plateformes que quand tu vas au cinéma, il faut que ça soit un événement. Mais bordel, il y a une de paresse j'ai l'impression dans le montage ou dans les idées. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à faire des films de moins de 2 heures, quoi. Les codes ont changé. C'est vraiment ça maintenant. Il y a une raison, raison, ça, truc, ça. Ouais, il y a forcément une raison. Probablement, mais je pense qu'il y a de ce que tu dis aussi. Il y a la quand je vais au cinéma et que je paye avec les plateformes, effectivement, qui proposent. Il faut que ce soit plus gros. Même les plateformes, maintenant, c'est 2 heures, hein, les films. Les bons films, je parle. Si tu veux regarder un petit film popcorn, ouais, ça va être 1h40, mais encore. Mais ouais, je t'encourage à aller voir si tu peux le voir ce film. Je vais le voir. Tu m'as donné envie. Franchement, il est cool. Donc je te dis pas le twist, hein, même. Non, je te dis pas le twist. Ok. Justement, et tu verras. C'est quoi si, disons-le. On le dira à 1h07. C'était bien discrètement. Est-ce que tu peux me citer des petits films de chevet, tiens ? Des films de chevet que tu kiffes regarder, voilà, tes c'est souvent petites Madeleine de Proust. Des comédies, ouais. Moi, je suis un énorme fan de toute la série d'Adam Sandler. Je suis tellement fan. J'ai re-regardé Rien que pour vos cheveux. Ça, c'est le titre, mais c'est The Zoran, je crois. The Zoran, le film en anglais. Ça, je l'ai re-regardé et je me suis tapé les mêmes barres de rire que quand j'étais plus jeune. Et j'ai re-regardé Demi-frère, Step Brothers. Ah oui. Qu'est-ce qui me fait j'aime beaucoup Adam Sandler. Je peux pleurer de rire devant. Ouais, je comprends. Tout, en fait, je l'ai tellement saigné que ça serait comme, je sais pas comment expliquer ça, mais je connais toutes les répliques par cœur et elles me font encore plus rire à chaque fois que je les re-regarde. Ok. Donc des livres de chevet comme ça, j'en ai. Le Dîner de con, film français, classique, fantastique aussi. Ah ouais. Moins dans le, c'est plus subtil hein, évidemment, mais ça pourrait être un film de chevet. Le Dîner de con. Ouais. Ah bah clairement. Pour moi c'est super bien écrit et c'est intemporel, je trouve. Ouais. Parce que tu le mates encore aujourd'hui. Moi je le regarde.
Ça a pas vieilli, je trouve. Non, en vrai, ça vieillit pas parce que en fait, c'est l'écriture. Exactement, parce que l'écriture, elle est magnifique. Les mécanismes sont assez simples, mais ils sont trop bien interprétés et c'est trop bien écrit. Et je me suis rematé toute la série de The Office et de Malcolm, qui étaient pour moi les deux séries. The Office US. Ouais. Ok. Ouais, j'adore. Et c'est pareil, c'est brillant. Ah ouais, moi j'ai vraiment. C'est d'une drôlerie qui est folle. Découvert Steve Carell vraiment avec The Office, tu vois. Ouais, trop fort. Et il y a eu l'era Steve Carell, tu vois. Pour moi, il y a eu le truc, il y a eu Eddie Murphy à une époque, il avait son truc. Après, il y a eu Jim Carrey. Après, je trouve qu'il y a eu l'ère Steve Carell et tout ça. Il était, il est toujours un surpuissant. Il est touchant en plus. Ouais, il a un clown qui est fou. J'adore. Oui, c'est ça. Tu passes dans The Office, c'est exactement ça. T'as de la pitié. T'es énervé contre lui, après t'es avec lui, il te fait passer un peu par toutes les émotions, avec à chaque fois des vraies barres de rire. Enfin, c'est pareil, dans l'écriture, c'est d'une finesse, c'est très fort. Et Malcolm, t'as regardé là, ils ont refait le... Ils vont faire le film là, j'ai vu, non? Bah non, c'est sorti là, en avril. Ah, c'est sorti? Ouais, je crois que j'ai même pas le temps de mater. Je sais pas si j'ai envie de le voir. Bah moi, en fait, j'étais hypé quand ils l'ont annoncé et quand c'est sorti, parce que maintenant c'est dispo sur Disney, je crois qu'il y a 4 épisodes. Ah mais donc c'est une série? Ouais, c'est une série, ils ont refait 4 épisodes. D'accord. Ils ont refait juste un truc fermé de 4 épisodes et j'ai pas encore... Avec Bryan Cranston et tout? Ouais, avec le cast original, sauf... Le petit, je crois. Ouais, celui qui jouait Louis. Il a quitté le monde. Il a décroché, il voulait plus faire de... Ouais, exactement. Mais le mec qu'ils ont pris, je l'ai vu, il est vraiment ressemblant. Ils ont pris un autre acteur à la place. Ils n'ont pas décidé qu'il était plus dans. Non, ils ont pris un autre acteur, mais il ressemble de fou. Malcolm, franchement, quand j'étais plus merdeux, je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire. Ouais. En fait, ça allait loin. Ça allait loin et je crois même que ça a forcément inspiré même l'écriture quand je raconte des trucs sur ma famille et tout. En fait, il n'y avait pas de limite dans l'écriture quand tu remarques bien. Ouais, c'est vrai qu'une mère qui hurle sur ses enfants. Ah si, la limite c'était les violences physiques. Oui, tu vois pas les parents frapper les gamins. C'est ça. C'est la seule limite que tu vois, mais sinon c'est du harcèlement, c'est de l'humiliation constante, c'est les frères entre eux, les parents envers les enfants, les voisins, et ça monte. Le père il est complètement faible et à la fois c'est comme un pilier de la famille par sa faiblesse. Il y a que des personnages qui sont problématiques, qui sont pas à leur place, qui sont frustrés, et ça marche super bien. Ouais. C'est un ramassis de frustration. C'est génial. Ouais, jusqu'à la grand-mère qui est totalement folle, raciste. Tout le monde est fou. C'est une famille de déglingos et ils ont réussi à encapsuler ça et le rendre drôle. C'est incroyable. Ah, je suis d'accord. Et c'est intemporel aussi, pareil. Moi, je retourne des fois sur des épisodes comme ça parce que ça passe à la télé. Ça ne vieillit pas. C'est magnifique. Et c'est pour ça que j'ai peur de regarder la suite, même si j'ai un peu envie quand même parce que c'est un moment de ta vie, tu vois. C'est comme si tu retrouvais des gens qui t'as passé un moment. Mais dès qu'il y a des écritures, plusieurs années après, putain, tu perds le mojo à chaque fois, j'ai l'impression. Ah, moi je déteste les suites des années après, que ce soit des films ou des séries. Il y en avait un que j'ai en tête que j'ai oublié du coup. Qui a fait exception à ça? Non, justement, où je me suis dit, putain, encore une fois, pourquoi j'ai regardé ça, quoi. C'était fou. Moi, j'ai jamais trouvé un exemple pour l'instant de film ou de série qui a été fait genre 20 ans, 30 ans après et qui était au niveau où... Parce qu'en fait, pour moi, ça sera forcément impossible. Parce que déjà, il y a la nostalgie qui rentre en compte, qui rentre dans l'île de mise. C'est toi, en tant que spectateur, qui a changé en fait. Voilà, exactement. C'est pas possible. Et dans l'écriture, ils sont obligés de reprendre des codes qui ont fait le succès, sinon ça n'a aucun intérêt de le refaire. Exactement. Donc en fait, t'as le cul entre deux chaises. T'as toi qui a évolué, eux qui doivent garder un truc du passé. C'est compliqué. C'est souvent pour les mauvaises raisons. En vrai, ça a été fait. Donc, c'est comme quand on dit à Eric et Ramsey et Jamel de ne pas refaire H. Bah non, ils ont raison de jamais refaire H parce que ça sera. Ne touchez pas à ça. Exactement, c'est classique, il faut le laisser là où c'est quoi. H, oui, j'ai pas cité ça comme ref. Ouais. Pour le coup, c'est les samedis Canal à l'époque. Ouais. Avec H, pour le coup, on regardait en famille. Et j'ai des souvenirs de mes parents pleurer de rire devant H. Ça, c'est des bons moments. Ouais, ça tue ça. On regardait ça en famille, c'était cool. Avec les parents. On parle un petit peu de série. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première série que t'as mis une claque? La première série qui m'a mis une claque. Que t'as marqué. En fait, le système des séries, il est assez, mine de rien, récent, quoi. On n'en regardait pas autant avant. La première qui m'a mis une méga claque, c'était Breaking Bad. Ok. Je crois pas qu'il y en ait eu. Parce que Breaking Bad, c'est quoi, il y a 10 ans? Ouais, parce qu'en vrai, les premières grosses séries, quand je te dis grosses séries, ça va être Prison Break, Desperate Housewives. Ah putain, t'as raison. C'était Prison Break. C'était 2006, Prison Break. 2005-2006. Mais tout le monde a dû te répondre Prison Break, non? On m'a souvent sorti Prison Break. Dans les cliffhangers, la saison 1, après il partait en couille. Oui, la saison 1, bien sûr. Mais dans le cliffhanger 2, je suis obligé de regarder la suite, sinon je deviens nerveux. Prison Break, c'était assez fou. Mais en termes, quand j'étais un peu plus mature et que j'ai eu le choix après de regarder les séries entre guillemets, Breaking Bad, je crois que j'ai fini le dernier épisode, j'étais littéralement debout sur le canapé. Ouais, je comprends. C'était dingo.
C'est ta série all-time aujourd'hui? Ah, au moins, elle fait partie du top, du top 3, ça c'est sûr et certain. Elle est incroyable. Elle est incroyable dans la psychologie des persos, dans la violence, tout est fou. Pareil, le personnage de Bryan Cranston, tu passes par toutes les phases avec lui. Moi, c'est ça que je trouve fort. Et c'est ça, même sur scène, que j'essaye des fois aussi de développer. C'est que je pense qu'il y a un moment, les gens, ils se disent c'est un fils de pute. D'autres, ils se disent on a trop envie d'être pote avec lui. Ouais. D'autres, ils disent il est mignon. En fait, cette variation-là fait que c'est ça un être humain. C'est tout ça à la fois. Donc, tu peux être un fils de pute la journée, être quelqu'un d'adorable le soir. Et de faire varier ça, je trouve ça trop intéressant. Donc les séries qui arrivent à te faire tourner autour d'un personnage comme ça et de te faire découvrir toutes ses facettes, je trouve ça toujours très intéressant. Donc en ça, Breaking Bad, il m'a un peu retourné le cerveau. C'est une référence, je suis d'accord. Ouais. Il y a une série que tu as matée récemment qui t'a un petit peu marqué, enfin récemment, que ça soit pas forcément il y a 2 mois, mais… En ce moment, on est sur un truc qui s'appelle, on va faire un peu neuf, mais Acharné. Je sais pas si tu vois. Moi, j'ai vu la saison 1, moi. Avec Ali Wong. Avec Ali Wong et Steven Yeun qui jouent dans Walking Dead. Très cool. Et là, donc là, la deuxième est sortie. On est en train de la mater. Et c'est aussi cool. C'est cool, c'est vrai. C'est avec putain, je vais essayer de pas écorcher son nom. Calais Mulligan, je crois. Ah ok. Celle qui jouait dans Drive. Et Oscar Isaac. Ok, d'accord. Aussi qui était dans Drive aussi. Qui jouait son mari. Ah oui, c'est les 2 protagonistes. C'est les 2 protagonistes et c'est très cool. Ouais, c'est cool aussi. Ouais, c'est vraiment très bien parce que c'est des profils, c'est con hein, mais c'est réalisé par un Coréen, je crois, si je dis pas de conneries. Ils mettent plein d'acteurs coréens dedans. C'est con, mais ça change aussi les acteurs qu'on voit d'habitude. Ouais. Même si les 2 principaux que je viens de te citer ne sont pas coréens évidemment, mais tous les personnages qui tournent autour, il y a toujours des Coréens dans le cast et tout comme la première saison. Ouais. Si c'est pas coréen, ça va être ultra raciste ce que j'ai dit, mais je crois que c'est coréen. Mais en fait, les acteurs Ali Wong, je sais pas, mais Steven Yeun est coréen. Ouais. Donc Ali Wong, je sais pas si elle est coréenne, mais donc ça serait cohérent que ça soit. Je crois qu'elle est d'origine coréenne aussi. Ça serait d'origine. Son mari en tout cas dans l'intrigue, c'est coréen, ça c'est sûr. Si, je suis qualifié parce que je me rappelle avoir parlé de la saison 1 avec je sais plus qui, mais on faisait cette réflexion de se dire que moi aussi c'est ce que j'avais kiffé, c'est que il y a beaucoup de Coréens, mais c'est pas le sujet. Non. Et ça c'est cool de voir une série avec un cast coréen d'origine coréenne. Diversifié, mais juste qui ne parle pas de ça. Et c'est pas ça le sujet, c'est une série. Voilà. T'as un peu de, t'as une petite fenêtre sur culturellement ce que ça fait d'être coréen. Dans la saison 1, que ce soit dans la fratrie, dans la pression familiale. Et là, dans la saison 2, c'est plus, t'as une multimilliardaire coréenne qui vient reprendre un country club américain. Donc t'as une partie de la culture coréenne à quoi elle correspond et tout. Mais c'est pas le sujet principal. C'est exactement ce que tu viens de dire. Et je trouve ça effectivement très cool. Et il y a eu récemment, si je te parle pas d'Acharné, merde, il y avait un truc qui m'était venu. Ozark, j'ai bien kiffé. Ozark, c'était bien. T'as maté un peu Ozark? Ouais, avec Jason Bateman, ouais. L'ambiance, elle est ouais, j'avais adoré, moi. Et Jason Bateman, il est assez incroyable dessus. J'adore ce mec. Dedans, pardon. Et White Lotus aussi. White Lotus, j'ai saigné. J'aime bien, j'ai trouvé ça un peu surcoté, perso. Ah ouais? Saison 1? Saison 1, cool. Non, saison 1 bien. Saison 1 bien. Je te parle de la suite. Je suis d'accord. Ça m'a un peu fané avec la suite parce que c'est un peu redondant. Et pour le coup, là, on parle de diversité. Là, je trouve que pour le coup, ok, l'idée c'est de montrer les blancs qui sont riches et leur destruction, la lutte des classes. Voilà. Mais pourquoi pas mettre des noirs qui sont riches et qui ont aussi problématiques. Ah oui, t'as vu ce côté-là, toi. Ouais, c'est vrai. J'ai pas vu que ça, mais je me suis dit bon. Ok, c'est redondant, c'est le décor qui change. Par contre, je trouve qu'ils sont très forts pour nous inclure dans un mood. Ouais. Tu vois, dans une ambiance. C'est ça que j'ai. La saison 1, c'est en Hawaï, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Avec les musiques. T'es dans un délire, mais même la 2 en Italie, j'avais bien aimé. Je crois que c'est en Italie de mémoire, à te rappelles, avec le daron et tout. Bien sûr. Et la policière. Ouais, c'est ça. Et là, la 4e qui va être en France. Et il y a un truc qui m'a mis, justement, White Lotus. Avec ma femme, on les binge-watch. Ouais. On finit le dernier épisode de la saison 1. On enchaîne le soir même avec l'épisode 1 de la saison 2. Ouais. On pète un plomb tellement on est mécontent de partir d'Hawaï et d'être en Italie. Ouais, bah oui. On se dit, c'est moins fou, ça nous fait moins rêver, parce que ces villes-là, on les a déjà vues. Et en fait, avec du recul, c'est juste qu'on a trop enchaîné. Je suis d'accord, je pense que c'est ça. Sans se mouiller la nuque. Ah oui, je pense que c'est sûr. Alors qu'avec du recul, la saison 2 est juste aussi très cool parce que la saison 4 elle va être en France, à Cannes. C'est ça, exactement. Et en fait, faut pas enchaîner aussi rapidement. Faut pas enchaîner, c'est pas une série que t'enchaînes. Non. Je suis d'accord. Parce que c'est un tel univers, une ambiance musicale, de décor et tout, tu peux pas enchaîner. C'est ça qui, par contre. Alors que Ozark, oui, tu peux. Ozark, tu peux enchaîner. Délire. Et il faut enchaîner, je pense. Et il faut enchaîner. C'est cool. Mais ouais, White Lotus, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent quand même à me happer dans l'univers, dans l'ambiance et tout. Ça, pour le coup, il est très fort.
Je sais plus comment s'appelle le créateur, mais ouais. Est-ce que tu as vu Succession? J'en parle souvent parce que c'est Non, on en parle. Ouais. Mais ça, c'est pareil. En fait, je dois tellement faire des choix que bordel, j'ai pas eu le temps. Vas-y, ça. C'est vrai? Guillaume, vas-y, franchement. Fais-moi confiance C'est long ou pas en tant que daron. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 saisons. Donc c'est pas De combien? Vas-y, attends. 4-5 saisons de combien d'épisodes? On va vérifier après. On va vérifier après. Mais franchement, tu vas être dedans. Pourquoi je te dis ça avant que tu m'expliques? Parce que tu sais comme moi qu'avec une daronne, aussi des enfants en bas âge, il y a aussi un autre facteur au-delà du je suis sur scène. On a moins de temps, il faut choisir les bons. Et 9 fois sur 10, ma femme s'endort devant la télé. Ouais. Ce qui veut dire que chaque épisode, je dois le cutter ou aller à la fin, attendre qu'elle rattrape l'épisode, repartir en arrière. C'est un enfer. Je te parlais d'acharné, je suis au 3e épisode. Elle a déjà rattrapé 3 fois. Sur les 3 épisodes, j'ai dû finir sans elle. Ok, j'ai capté. Donc si c'est trop long, je sais que c'est un investissement de ouf. Tu vas pas regarder avec elle. Parce que. C'est mort. Non, mais ok, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que je pense que c'est pas une série qui sera rythmée. Tu la regardes pas pour ça. D'accord. Et effectivement, quand t'es KO et tout, même moi qui est grave kiffé, ça m'est déjà arrivé de m'endormir à un moment donné. Non, Ah, pas tu fais parce que ça, c'était nul. Je vais m'arrêter là alors. Non, mais non, ça m'est arrivé. De t'endormir devant une série? Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai? Ça m'est jamais arrivé. Même en tant que daron avec tes enfants qui dorment pas. Mais moi, quand tu me racontes une histoire, je vais au bout de l'histoire. Ou alors c'est nul, j'arrête, je vais me coucher. Mais de m'endormir, dire merde, j'ai loupé un moment, ça m'est jamais arrivé. Tu t'endors et c'est terminé, tu te réveilles, c'est l'épisode 16. J'ai capté. Mais t'endormir pendant l'épisode et tu te réveilles, moi ça m'est déjà arrivé, j'avoue. Ah non. Parce que j'ai une hygiène de vie dégueulasse. Je pense que ça joue aussi. Mais par contre, en termes de qualité, le scénario, les acteurs, franchement, c'est une de mes grosses claques que j'ai prises ces dernières années. Ah ouais, vraiment. Et j'ai regardé beaucoup de séries, mais celle-ci vraiment. Et quand je me suis lancé, en plus je me suis lancé après la hype. D'accord. Et souvent, t'es déçu quand on parle beaucoup d'un truc. Et je l'ai regardé je l'ai lancé sans prétention et je me suis enchaîné. Ok, trop bien. Parce que vraiment, dès que je peux, je note. Si à un moment donné, t'as une petite fenêtre de tir, vas-y. Fenêtre de tir. On va parler un peu à moins que tu veux rajouter des trucs sur les séries, on referme le chapitre, c'est bon? On peut. On parle de ton actu, de ton spectacle cette fois. Daron Fragile. T'es en fin de tournée là ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y avait encore des dates à Aix et Bordeaux. Il reste Bordeaux, début juillet. Je sais pas à quel moment tu vas sortir l'épisode. Ça va sortir en juin probablement. En juin, il ne restera que Bordeaux. 13 à Bordeaux. Le 13 juin à Bordeaux, ouais. Ok, 13 juin parce que j'avais vu juillet, non? Non, 13 juin. 13 juin, ok. Après, je reprendrai une partie de la tournée fin d'année de cette année et début de l'année prochaine sur d'autres dates et d'autres salles. Mais là, avant l'été, là, ça sera que Bordeaux. Ça sera que Bordeaux. Après, ça sera la rentrée, on pourra suivre tout ça. Un spectacle dans lequel donc tu parles, on en parlait tout à l'heure, de ta vie, ta femme, tes enfants, ton quotidien. En gros, comment tu arrives à retranscrire tout ça dans un spectacle, de faire en sorte de condenser ça, que ça soit drôle et d'inclure tout le monde qui n'ont peut-être pas d'enfants, qui ne sont peut-être pas mariés à un moment donné. Ouais. Pour moi, c'est challenge. Hein. D'ailleurs, il y en a beaucoup et ça me fait plaisir qu'ils viennent voir le spectacle en disant putain, on n'a pas de gamins, on s'est régalé. Parce qu'en fait, on connaît des gamins et surtout, ça ne parle pas que de ça. J'ai réduit cette partie-là. Okay. Alors, le titre fait Daron Fragile, on dira, il va nous parler de ses enfants. La réalité, c'est que je parle plus de mon couple et de ma vie à moi plutôt que celle de mes gosses. Je parle beaucoup de mes parents, je parle de mon frère. C'est la famille au sens large. Et comment on fait le temps qui fait que j'ai capté assez rapidement que il n'y a rien que je raconte sur scène qui ne doit pas être universel, entre guillemets. Ça n'a aucun intérêt de raconter ce que ma fille a fait hier. On s'en fout complètement. Mais en quoi ce qu'elle a fait hier est intéressant pour telle et telle raison, pour moi, c'est ça le travail d'un bon stand-upper qui parle de ce sujet-là, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. De raconter hey, ma fille, elle a fait ci, tout le monde fait ah oui, la mienne. On s'en branle. On s'en branle complet. Donc je pense que le travail, et ça m'a mis du temps à arriver à ce niveau-là, c'est juste de parler de leur famille à eux, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je raconte la mienne, mais le premier retour que j'ai, c'est toujours la même chose, c'est putain, j'ai l'impression que tu parlais de notre vie, quoi. Et ça, c'est cool, c'est parce que t'as chopé un truc qui est universel. Et ça, que ce soit avec les enfants, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec ta femme ou ton mec, c'est là où je touche le bon endroit, j'ai l'impression. T'as dû ajuster pendant longtemps pour arriver justement à ce truc-là, de toucher tout le monde avec un sujet. Ouais. Il y a même des sujets que j'arrivais pas à traiter au début. Je parle, il y a 10-15 bonnes minutes sur la charge mentale. Ouais, ok. J'ai mis plus de 6 mois à faire rire les meufs. Ok. Parce qu'au début, dès que je parlais de ce sujet-là, je voyais physiquement que ça croisait les bras, ça me regardait, je me suis même fait embrouiller sur scène. C'est vrai? Ouais. Des nanas qui prenaient ça prom dug, qui voyaient pas l'humour, mais c'est pas tant qu'elles le prenaient mal, c'est que je le racontais pas très bien. Et du coup, j'arrivais pas à les emmener dans mon délire. Je comprends. Maintenant, j'y arrive. Même les plus véhémentes sur la charge mentale et
qui sont persuadés que c'est uniquement de la faute des mecs, parce que je challenge un peu dans le spectacle, viennent me voir en disant à la fin, bon, même là-dessus j'ai rigolé. Ok. Bon, ça pour moi c'est cool, mais ça prend du temps. Parce que ça dépend de comment tu l'introduis, ça dépend à quel moment t'as l'air trop d'un côté, trop de l'autre. Moi j'essaie toujours de rester entre les deux, évidemment. Ouais, bien sûr. Je trash ma femme, je me trash autant. Je trash mes enfants, mais je me trash autant en tant que père. Je trash mes parents, mais je me trash en tant que fils. Il y a toujours ce côté, il faut pas que tu passes pour un fils de pute. Ouais. Ou alors c'est ton délire, c'est ton univers, moi c'est pas le mien. Moi sur scène, je suis le personnage du bon pote, tu verras, mais je suis forcément le mec avec qui tu as envie de rire. Donc du coup, cette licence-là, il faut que je la travaille tout du long. Donc quand je parle d'un sujet qui va plus viser les meufs, il faut pas que je perde la sympathie. Ok. Donc quand je sens à des moments que ça verrouille trop de leur côté, il faut que je joue un peu là-dessus, je déplace un peu le curseur et je dis attendez, on va vous donner des exemples, on va voir, vous me direz après. Et à la fin, j'y arrive. Mais donc, comment j'y arrive ? Avec le temps, de tester des choses et tout, qui fait que tu arrives à traiter tel ou tel sujet. Et voilà. Et il y a des sujets que tu t'interdis quand même ou pas ? De ta vie de tous les jours que tu veux pas… Non, moi, ma limite, c'est celle que ma femme, elle me met. Ouais, c'est mieux. Parce qu'il y a des trucs qu'elle ne veut pas que je traite. Donc, c'est pas tant que je me l'interdis, c'est qu'il faut que je trouve une façon marrante de le faire. Mais j'ai pas encore un niveau de stand-up qui me permet de faire tout ce que je veux. Ça arrivera normalement dans quelques années, si les choses se passent bien pour moi. Donc là, les limites sont plus celles que ma femme ne veut pas trop que je traite. Il y a des sujets soit trop intimes, soit que je n'arrive pas à traiter de manière universelle, donc ça ne concerne que nous et donc c'est pas drôle, ou en tout cas c'est pas intéressant. Donc ces limites-là, elles sont pour l'instant les miennes. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas… Ouais, que ça va pas évoluer. Normalement, ça va évoluer si j'arrive avec l'écriture. Il n'y a rien que tu puisses pas traiter avec l'écriture. Si c'est bien écrit, franchement, sérieux, il n'y a aucun sujet. Mais c'est juste le niveau d'écriture. Enfin, moi, j'entends beaucoup, on ne peut plus rien dire ou machin. En vrai, non. Tu peux tout le dire, il faut juste que ça soit bien écrit, bien amené. Surtout sur scène, je pense que c'est encore un des seuls lieux mais bien où sûr. tu peux vraiment tout dire pour le coup. Tu peux tout dire. Tu peux tout dire. Dès lors que tu as la licence de la part du public de t'autoriser à le faire, c'est-à-dire en gros, à quel point tu as bien écrit, à quel point tu as bien amené la chose pour pas que ça rende les gens malaisés. Quoi. Bien sûr, mais si tu n'es pas malaisant, si tu le fais de manière… artistique et drôle, il y a zéro raison que tu n'arrives pas à passer tel et tel sujet. Je suis d'accord. Que ça soit dans l'humour noir ou dans l'humour plus quotidien comme je peux développer. Quoi. Je suis d'accord. On arrive à la fin de ce podcast, Guillaume. Déjà. Je vais te demander une… On va spoiler ou pas ? Est-ce qu'on va spoiler Ça arrive dans 3 minutes 7. Est-ce que tu peux me donner c'est vrai, je t'ai pas prévenu ça. Une recommandation et une non-recommandation. Quelque chose que tu veux mettre en avant, quelque chose que tu déconseilles, culturel ou pas. Ça peut être un voyage, un plat, un conseil. Ça peut être vraiment ce que tu veux. De la vie de tous les jours ? De la vie de tous les jours. Que tu recommandes et que c'est trop large. Comment tu veux que je trouve ça ? Que je ne recommande pas et que… D'accord, ok. Tu peux me refaire une reco culturelle, c'est facile. Ou pas, hein, tel spectacle, tel film, tel machin. Tu peux me faire une reco, tu as été voyager, ce voyage là c'était magnifique. Et inversement, que tu recommandes pas. Pareil, chez Monoprix, je vais réfléchir 10 minutes. Vas-y, je vais chez Monoprix. Je finis mes 3 bouteilles. Un truc que je conseille. On se fait des conseils de vie. Vas-y, de fou. Moi j'aime bien. Un truc que je conseillerais juste… Est-ce que tu veux que je fasse une reco en attendant ? Vas-y. Moi je fais une reco. Mais vas-y. Ah vas-y, non, pardon, excuse-moi. Vas-y si tu veux. Non, vas-y, comme ça tu me donnes un peu le mood. Bah vas-y, je fais une reco rapidement. Bon, tout le monde aura vu quand le podcast sera sorti parce que c'est sorti hier. T'es comment au niveau du foot, toi ? T'aimes bien le foot ou pas ? J'adore. Ok. Mon père était président de club de foot pendant 15 ans. Ok. J'ai grandi là-dedans, j'ai joué, je suis fan. Et ben, est-ce que du coup, il y a le reportage Netflix, le bus ? Oui, j'ai vu avec Domenech. Voilà, qui est sorti, je crois, hier ou avant-hier à l'heure où on tourne. J'ai kiffé. C'est vrai ? J'ai kiffé, mais par contre, Domenech, une grosse merde. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. Tu nous apprends rien là. Non, mais tu nous apprends, mais. Non, mais t'excuses pas, c'est ça que je veux dire. J'ai vu sa réaction quand le doc est sorti. Il a dit texto pour reprendre sa phrase. Qu'on fasse un reportage sur lui. On a violé mon âme. Il a dit texto parce qu'en fait, apparemment, parce que effectivement le truc est à charge, mais parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé. Et Domenech est dans le reportage, hein, je précise pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, j'ai vu les extraits. Il est dedans. Et en fait, il se victimise en disant c'est pas du tout ce qui était machin. La prod a changé 2 fois pendant le tournage. C'était pas ce qu'on m'avait dit. Ah mais du documentaire, tu veux dire ? En parlant du doc. Ah, je croyais en parlant de l'époque médiatiquement comment ils avaient traité le truc. Il parle du doc qui est sorti en disant que c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait ça commence en disant il a tenu un journal intime de tout ce qui s'est passé. Et Domenech a donné à Netflix, ce journal intime, l'entièreté du truc.
Donc pendant le reportage, on voit des phrases, en plus Netflix sont très forts pour faire des docs, on voit des phrases qu'il a dit, qui sont du coup pas du tout cool sur les joueurs et tout. Et entre autres, parce qu'on voit très bien que c'est un fou en fait. Et forcément, quand tu vois le doc, tu te dis en fait, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une grosse merde, c'est un fou. Ouais. Littéralement, c'est un fou. Il a l'air, je le connais pas. Le truc du humainement, en vrai, quand tu le connais, peut-être que tu dis l'inverse, mais je n'ai jamais senti ce gars, quoi. C'est professionnellement, en tout cas, quand tu vois, tu peux pas accuser les gens, d'un mauvais montage de Netflix quand ça sort de sa bouche que il savait qu'Anelka n'avait pas déclaré ça et qu'il lui a pas dit. Déjà, point final. Ça suffit à dire que t'es pas une personne bien, tu vois. Et dans le reportage, il dit, on lui dit, pourquoi vous n'avez pas démenti ? Ouais, justement. Et il dit, démentir, parce que je m'en fous. Je vous dis sincèrement, je m'en fous complètement. Donc ça veut dire qu'il a aucun impact de ce que ça provoque dans le vestiaire, donc il est responsable. En fait, c'est aussi bête que ça. Et c'est 1h20 de ça. 1h20, on voit que le mec est 100% responsable de tout ce qui se passe dans le vestiaire, que le mec a un... Mais qui lise la lettre, c'est lui qui a lu la lettre, je crois, devant les caméras. Mais quel mec fait ça ? Quel mec fait ça ? Regarde le truc, ça dure 1h20 pour le coup. Ça m'énerve, c'est vite fait. Parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas quel âge t'as, mais j'étais dans un âge de capter. Moi j'ai 35 ans, tu vois. Et donc t'avais l'âge de capter ce qui se passait. Ah bien sûr, c'était fou. T'avais la rage. Et au final, les gens se sont trompés de cible. On ciblait les joueurs. Et quand tu vois en fait Matchouka, etc., c'est Marocco. Après, les joueurs, ils sont pas exempts de tout reproche non plus. Bien sûr, parce que tu sais quoi, je l'ai regardé avec ma femme, qui elle pour le coup s'en fout un peu, mais je savais que ça l'intéressait. Et elle m'a dit, mais pourquoi les joueurs ils ont rien dit s'ils savaient que Anelka était à côté d'eux et qu'il a rien dit, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, ça c'est clair et net. Évidemment. Mais ça reste un fou parce que t'es censé être entraîneur et t'es censé gérer ça, prendre l'équipe en main. Et là, ils les ont envoyés sous le bus. C'est quoi, c'est la force. Pour moi, c'est la force d'un Deschamps. J'ai eu un gros débat avec le DA du Paname, Titouche, sur Deschamps et tout. J'ai dit, mais mec, tu ne peux pas reprocher quoi que ce soit à Deschamps quand tu regardes les résultats qu'il a, quand tu regardes son bilan. C'est juste un mec qui sait gérer un groupe. Parce qu'il me disait, mais Benzema, on a été champion du monde. On est allé en finale. On est en passe avec... Tu ne peux pas, surtout quand tu te rappelles des Domenech de l'époque, te plaindre d'un Deschamps quand tu vois à quel point il sait mener des hommes, faire des choix forts pour le bien du collectif. C'est impossible. Pour moi, c'est que tu te voiles la face. Et lui, c'était le côté algérien de mais il aurait dû. Mais on s'en branle du algérien, pas algérien. Là, c'est la fête qui parle. Le groupe vivait mieux sans lui, que tu le veuilles ou non. Et que ça soit Giroud ou on s'en branle. Tant que l'équipe elle gagne, il a raison. Tu peux pas me dire le contraire. C'est vrai. Je suis d'accord. Dans les recos, qu'est-ce que t'as, putain Tu veux qu'on parle de foot ? Le problème, c'est que moi, je suis un fan d'un club qui n'existe plus, qui s'appelle les Girondins de Bordeaux. Ah oui, purée. La reco, c'est non, parce que d'ici que tu sors ton podcast, on sera peut-être encore en National 2. Putain, ça c'est dur, ça quand même. Ça c'est dur. Ouais, c'est dur, les supporters girondins. Non, c'est pas un conseil et tout, juste aller voir du live. Moi, c'est ça que j'aime bien dire. Aller voir des concerts. C'est un bon conseil. Aller voir des spectacles. Il y a tellement de gens sous-cotés, des potes à moi, qui ont des spectacles, juste aller voir du live, c'est trop bien, c'est trop cool, c'est la vie. En fait, j'ai l'impression que de la même manière que tu vas au cinéma, on va reboucler avec un peu ce qu'on s'est dit au début, mais en fait, tout ce qui peut vous permettre de vivre des émotions qui ne sont pas celles qu'on vit habituellement, surtout dans un contexte un peu tendu en ce moment et tout, tu as envie de te reconnecter aux gens. La scène, en ce moment, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où putain, je suis en communion avec les gens, les machins et tout. Quand tu regardes en dehors, c'est la merde. Donc vivons ces moments-là, tu vois, les concerts que je t'ai donné tout à l'heure en exemple, où tu ressors, tu as envie de vivre, en fait, c'est aussi bête que ça. Je suis d'accord. Tu as envie de vivre. C'est clair. Alors qu'en ce moment, tu regardes la télé, tu n'as qu'une envie, c'est d'attendre que ça passe. C'est vrai. C'est pas ça la vie, quoi. Je suis d'accord. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas le choix. Il y a le choix partout dans toutes les villes, même maintenant, on peut rester dans le stand-up, même dans les petites villes, entre guillemets. Dans les tournées, on passe dans des villes. Il y a des spectacles. Chaque ville où je suis passé, et franchement, c'était des petites. Je regardais la programmation. C'est que des spectacles quali. C'est que des gens qui ont taffé leur truc. Faut aller. Et dans la non-recommandation, juste arrêter le téléphone portable. Je te jure, ce que je n'arrive pas à faire, pour la simple et bonne raison que c'est mon travail, je fais que ça pour poster des trucs à la con que je vous propose de plus regarder.
Je te jure, il y a une meuf à la sortie du spectacle, elle m'a dit, moi je t'ai connu sur YouTube. Pourtant, ma chaîne, elle n'est pas très grosse. Hein. Je poste juste ce que je poste ailleurs sur YouTube. Okay. Elle m'a dit, j'ai juste arrêté Insta parce que j'étais trop dessus. Je dis, mec, comme t'as raison. Bah, elle dit, donc j'ai vu tes sketchs sur YouTube et j'ai pas tout le feed qui se passe devant moi. Et juste, ouais, faites du live, que ce soit un resto, un bistrot, un concert, machin. Juste de temps en temps, ça tu sais, un peu à l'espagnol, juste rencontrez-vous dehors, dans la vraie vie et tout. Ça paraît daron ce que je dis. Non, mais c'est vrai. Mais à chaque fois que je le fais, ou à chaque fois que je le vis, tu vois des smiles. C'est ça la vraie vie en vrai. Le reste, c'est des médias qui essaient de vendre des pubs. En fait, on est aussi bête que ça, quoi. Il faut se forcer. Ouais, Parce que des fois, c'est normal, c'est difficile pour tout le monde. Moi, le premier, on est parents, on a notre vie. Ta quotidienneté fait que ton travail et tout, c'est dur, t'es fatigué, tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller dormir et tout. Mais vraiment, quand on se force, ça vaut toujours le coup au final. Je te jure. Tu regrettes rarement. En fait, on oublie un peu trop qu'on est des êtres sociaux. Et pourtant, avec le vrai, confinement, je pensais qu'on allait tous prendre une claque et tout. Hein. C'est vrai. On a vu des gens déprimés de plus voir des gens. Et là, pour autant, on ne le fait pas plus qu'avant, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Non, c'est humour, complètement. C'est complètement. C'est un peu Miss France ce que je viens de te dire pour la fin du podcast. Non, mais c'est vrai. Mais parce que aussi, tout est travaillé pour qu'on sorte moins. Ouais, exactement. Et qu'on reste sur nos téléphones, sur nos télés, sur les écrans, etc. C'est pour ça que ça, là, on est sur scène en ce moment même. Il n'y a rien de mieux, je te jure. Tu me parlais des réseaux sociaux, je m'en branle, je te jure. Ah, moi, je veux ça, je veux ces moments-là. Quoi, je suis d'accord. On va finir sur une bonne note parce que je fais toujours un cadeau à la fin. Donc vas-y, il est où mon cadeau? Il est là, regarde. Je te laisse l'ouvrir et nous dire ce que c'est. Tiens, Guillaume. Ah ouais, mais vrai truc et tout en plus. Non, c'est un vrai cadeau. J'ai rien pour toi, moi. T'es là, c'est déjà énorme. Ça, c'est une phrase Miss France. Putain, mec, j'ai magnifique. Heureusement que je t'ai dit que j'ai même foot, hein, par contre. Hein. Là, t'étais dans la merde. C'est un peu que t'aimais foot quand même. C'est sur son après, c'est sur l'après. Exactement. Le livre est sorti il y a 2 jours précisément. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est sorti il y a 2 jours et qu'on est daron. Mais j'ai vu des extraits qui m'ont donné envie de l'acheter où il parlait de l'après. Donc, c'est le livre de Steve Mandanda. Je l'ai écouté sur RMC. Ouais. Et j'ai aussi lu dans l'équipe un article sur lui, je voulais le lire. Voilà, qui parle de la déprime qu'il peut connaître après sa carrière. Après la carrière, ouais. Et je trouvais qu'on parle, en plus du foot qui te parle, il y a le côté reconversion. Trop bien. Il y a son fils qui parle aussi dedans, tu verras sa vision de son fils par rapport à lui. Enfin bref, trop bien. Je pense que ça va te parler à plein de niveaux et je pense que c'est un bon livre. C'est un super cadeau, merci. En plus, je me suis mis à lire depuis 2 ans de manière intensive. Il n'y a pas un soir où je ne lis pas. C'est vrai, bah, très bien. Ça me fait un bien fou. Donc je vais l'enseigner, je viens de finir mon livre, moi. Tu me diras. Voilà. Merci Guillaume. J'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux que tu affectionnes particulièrement. Fosco sur les réseaux. Suivre tout en me suivant pas trop. Voilà, exactement. Allez les suivre sur les réseaux et après allez les suivre pour de vrai sur scène. Parce que voir sur scène, c'est surtout ça qui compte. C'est ça qui compte et voilà. Donc et puis la suite de toute façon c'est quoi? C'est ta tournée qui va continuer après l'été. Ouais. T'es à la radio Rire et Chanson. Ouais, on est sur Rire en ce moment. On fait des chroniques aussi sur les réseaux, en tournée, un peu partout en France, Belgique, Suisse. Et ça sera les jeudis à la rentrée. Tous les jeudis à Paris. Métropole. Au Métropole, ok, exactement. Trop bien. Eh ben écoute, merci Guillaume. Merci à toi, c'était très cool. Merci à toi, salut. Salut.